Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Voici les titres ce soir. Est-ce l'ultime manifestation contre la loi travail? La mobilisation aujourd'hui a en tous les cas été marquée par de violents incidents. Des manifestants et des policiers ont été blessés, dont un CRS brûlé à la jambe par un cocktail Molotov. Le résumé de la journée à suivre. Dans les sondages, c'est une tendance de plus en plus forte. Les Français souhaitent un renouvellement de la classe politique. Ils rejettent le match, retour en vue de 2017, et aspirent à la nouveauté. Alors pourquoi le système reste-t-il bloqué en France? C'est le thème du grand débat ce soir avec de jeunes responsables politiques et associatifs. Parole de jeunes tout à l'heure. Le sujet n'en finit plus de susciter polémique et crispation face à l'accueil des migrants de la jungle de Calais. Des présidents de régions de droite appellent à la fronde. C'est le cas de Laurent Wauquiez qui refuse l'accueil dans sa région. Sur ce sujet, le match des idées opposera ce soir l'éditorialiste Yvan Rioufol et le spécialiste des flux migratoires François Gémen. Enfin, l'entretien. Mon invité est un écrivain franco-congolais, traduit dans une quinzaine de langues. Il vit entre la France et les États-Unis. Son dernier ouvrage s'intitule « Le monde est mon langage » chez Grasset. Alain Mabankou publie un essai pour démontrer que la langue française est encore dynamique et bien vivante. Voilà donc pour le programme, vos questions et puis vos réactions avec notre hashtag OVPL pour On va plus loin. Et avant d'accueillir mes premiers invités, le tour d'horizon de l'actualité de la journée. Une journée de manifestation anti-loi travail marquée par des violences. Au moins un manifestant et 5 policiers ont été blessés aujourd'hui. Les syndicats espèrent toujours empêcher la mise en œuvre des principaux décrets de la loi attendus pour octobre. Nous n'avons pas une cervelle de poisson rouge. C'est pas parce qu'il y a eu un mois de vacances d'été qu'on a oublié le contenu de ce projet de loi qui remet en cause profondément tous nos droits en matière de salaire, de temps de travail et de négociation collective. Donc il est toujours temps que le président de la République retrouve la raison, entende ce qui se passe. Économie. Ils étaient 700 à Belfort pour réclamer le maintien de l'activité de l'usine Alstom, une semaine après l'annonce du transfert de l'activité en Alsace. Prochaine étape de la mobilisation, le 24 septembre, pour une opération ville morte. Europe. Ce que nous voulons faire surtout demain à Bratislava, c'est établir un plan de Bratislava qui comprendrait un agenda, c'est-à-dire un calendrier de travail avec des étapes et une feuille de route. Et c'est autour de cette idée de plan de Bratislava, de feuille de route, d'agenda que nous devons nous réunir. Et c'est ce qui a justifié notre rencontre d'aujourd'hui. Environnement. Nicolas Sarkozy affirme que l'homme n'est pas le seul responsable du changement climatique. Les réactions politiques à ce climato-scepticisme se multiplient. Quand Nicolas Sarkozy renvoie à 4,5 milliards d'années, c'est-à-dire bien avant l'apparition de l'homme, oui, il y a eu des changements climatiques. Force est de constater, c'est que depuis 200 ans, il y a une situation totalement spécifique qui est liée au développement, et pas qu'au développement des pays aujourd'hui du tiers-monde ou les pays émergents, mais de la production industrielle qui a été faite aussi par l'Occident, par les États-Unis et par l'Europe. Donc, voilà. Mais évidemment que l'homme a une responsabilité dans le réchauffement climatique. Je suis convaincu que l'activité humaine, et d'ailleurs c'est le consensus des scientifiques, c'est pas l'avis d'Alain Juppé. Aujourd'hui tout le monde partage cette idée. Le GIEC a fait un gros travail. Bien évidemment, l'activité humaine porte une lourde part de responsabilité dans la production de gaz à effet de serre et donc dans le réchauffement climatique. Le nier, c'est nier une réalité. Justice. Dernier jour du procès de Jérôme Cahuzac. La parole était aujourd'hui aux avocats de l'ex-ministre du Budget qui maintiennent leur ligne de défense. Le premier compte en Suisse a été ouvert pour financer la campagne de Michel Rocard. Verdict attendu pour le 8 décembre. Entreprise. Des réactions après la décision du gouvernement britannique d'approuver la construction par EDF de 2 centrales nucléaires dernière génération type EPR à Hinkley Point. Pour EDF, c'est quand même un projet qui est très, très lourd financièrement. On n'est pas certain qu'EDF ait la capacité financière de porter ce projet. Quand on voit les difficultés de l'entreprise par rapport à ces projets en la matière.
Le grand débat ce soir est consacré à une tendance de plus en plus forte. Les Français souhaitent un renouvellement de la classe politique. Ils rejettent, vous le savez, le match retour en vue de 2017 et aspirent à la nouveauté. Alors pourquoi le système reste-t-il donc bloqué en France? Pour en débattre, il était donc logique de convier autour de cette table certains représentants de cette toute nouvelle génération politique et associative. Et je vous présente mes invités. Sacha Houlié, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur du mouvement Les Jeunes avec Macron. Vous définissez ce mouvement comme un think tank et vous êtes, je crois, avocat de profession. Exactement. C'est bien ça. Avec nous également, à vos côtés, Camille Lenné, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire générale du mouvement Jeunes communistes. Merci de nous accompagner. Merci. Louis de Gouillon-Matignon, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le président du Parti européen que vous avez fondé. Et à vos côtés, Gaëtan Dussaucé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le directeur national du Front national de la jeunesse. Madame, messieurs, avant d'évoquer précisément le thème de notre débat autour du renouvellement de la classe politique, je voudrais vous faire réagir d'abord, Camille Lenné, à l'actualité de la journée et cette peut-être ultime manifestation contre la loi travail marquée encore une fois par de nombreux incidents, des manifestants blessés mais également des policiers, ce CRS. Vous avez dû voir l'image choquante, brûlée à la jambe par un cocktail Molotov. Malgré votre opposition à la loi travail, est-ce que vous dites qu'il est temps de passer à autre chose? Ah bah non, hein. Puis en plus, on nous parle toujours des violences qu'il peut y avoir, etc. et des gens qui sont en marge de la manifestation. Mais moi, j'étais dans la manif, par exemple, comme des milliers de gens. Et en fait, tout s'est très bien passé. On a manifesté pacifiquement, comme d'habitude, pour juste signifier notre opposition à ce projet, enfin à cette loi, quoi. Mais les images ne sont pas inventées. Ah bah non, il y a des gens devant qui, effectivement, font des choses, quoi. Mais par contre, il y a aussi, quand on regarde les images, des milliers de gens qui se mobilisent pacifiquement et qui juste expriment leur avis. Mais quel est votre avis, Gaëtan Dussaucé? Parce que ce n'est pas la première manifestation où il y a ces violences, ça devient consubstantiel presque à cette mobilisation contre la loi travail. Est-ce qu'il n'est pas temps justement de passer à autre chose? Je le crois. C'est vrai qu'on a eu un débat maintenant sur la loi travail qui a duré pas mal de temps. Malheureusement, il a été aussi un peu brusqué par le gouvernement et en particulier par le Premier ministre Manuel Valls, notamment par le recours à l'article 49.3. Mais voilà, je pense que maintenant, il serait peut-être temps de passer à autre chose. On n'a peut-être pas besoin encore d'avoir des images aussi agressives, de violence continue dans nos rues auprès de nos forces de l'ordre, d'autant plus dans cet univers un peu d'insécurité que nous connaissons actuellement du fait du fondamentalisme islamiste. Donc je pense que maintenant la loi est passée, malheureusement c'est une réalité et il faudrait plutôt se concentrer sur la présidentielle et regarder quel candidat justement voudrait revenir sur cette loi-là. Oui, donc pour vous le vrai référendum, ça sera la présidentielle. Tout à fait, oui. Louis de Gouillon-Matignon, est-ce que vous êtes d'accord? On ne peut plus empêcher aujourd'hui l'application de cette loi. Je crois que les décrets vont être publiés d'ici à la fin de l'année. Sur le plan du droit, on ne peut plus le faire, mais moi ce que je trouve bien en fait dans ces manifestations, c'est qu'il y a des gens qui bougent et il y a des gens qui disent des choses. Et je crois que c'est vraiment important ça, parce qu'en fait aujourd'hui plus personne ne dit rien, et je pense que ça va être le cas dans notre débat, n'est-ce pas? Mais la majorité des candidats à la présidentielle disent fondamentalement la même chose. Là on voit des jeunes qui bougent, alors bien évidemment parfois il y a des excès, on condamne ces excès, on condamne les violences policières, j'étais sur ce plateau pour le dire, mais je crois que ce qui est bien c'est qu'il y a des gens qui bougent. Après moi je voudrais qu'on bouge pour un vrai projet. J'aimerais vraiment qu'on demande aux Français s'ils savent de quoi on parle, quoi. Aujourd'hui il y a encore des gens qui manifestent, personne ne sait ce qui se passe, personne ne sait vraiment pourquoi ils manifestent finalement. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un phénomène qui a commencé au cours de l'année dernière et qui est en train de se continuer là. Je pense qu'il faut passer à autre chose, je pense qu'il faut avoir des grands projets, je pense qu'il faut tabler sur l'Europe, sur l'Afrique, et je pense qu'il faut vraiment avoir une vision d'ensemble. Mais moi, encore une fois, ce que je veux dire, c'est que c'est bien qu'il y ait des gens qui bougent. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens ne bougent plus, et petit à petit, les gens vont se lénifier par une espèce de climat politique délétère, et je pense que c'est bien qu'il y ait des gens qui gueulent, et je pense que c'est bien qu'il y ait des gens qui soient dans la rue. Vous avez raison de mettre en valeur ceux qui bougent et défendent leurs idées, mais quand même, moi, ma question portait quand même sur les incidents. J'insiste parce que le nombre de manifestants blessés, Sacha Houlié, et de policiers est conséquent pour cette manifestation. Moi, je considère que ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est aussi le diagnostic qui a été porté par les mouvements dans lesquels j'adhère, c'est-à-dire les Jeunes avec Macron et En Marche. Et c'est qu'il y a des blocages dans la société, des blocages auxquels on ne répond pas, auxquels le personnel politique ne répond pas, des blocages d'abord dans l'explication de ce qu'est la société, de comment les formes de travail ont changé, de comment les relations humaines ont changé, et parce qu'on est incapable d'expliquer, parce qu'on est incapable de se réunir, parce qu'on est incapable de se concerter, on a des formes aujourd'hui d'opposition qui sont violentes. Alors, elles se manifestent d'abord dans des événements qui dégénèrent, dans des mobilisations qui dégénèrent. Ne justifiez pas ces violences. Ça, ce n'est pas acceptable. Oui. C'est très, très, très clair. Mais ensuite, il faut recréer les formes de dialogue qui aujourd'hui n'existent pas parce que le personnel politique, et ce sera notre débat de ce soir, il est complètement dépassé
et parce qu'il est complètement obsolète. Alors, vous allez nous dire en quoi vous n'êtes pas dépassé. Justement, on va revenir au thème de notre débat et à ce souhait exprimé par les Français, je vous le disais tout à l'heure, en faveur d'un profond renouvellement de la classe politique. Mais l'année 2017 pourrait ressembler à 2012. On prend les mêmes et on recommence. Presque un slogan de campagne à 8 mois d'une présidentielle. À haut risque, les faits avec Jérôme Rabier, on en parle juste après. L'élection présidentielle de 2017 risque d'avoir un air de déjà-vu pour les électeurs français. En 2012, ils étaient 10 candidats à la présidence de la République. 9 d'entre eux pourraient de nouveau tenter leur chance l'an prochain, seul Eva Joly ayant totalement renoncé. François Hollande et Nicolas Sarkozy ne sont pas encore assurés de représenter leur camp, mais ils souhaitent tous deux rejouer le duel 5 ans après. Marine Le Pen compte faire mieux que ses 20% et accéder 7 fois au second tour, comme son père en 2002. Jean-Luc Mélenchon rêve, lui, de grands soirs électoraux, mieux que sa 4e place de 2012. Et François Bayrou pourrait se relancer en cas de victoire de Nicolas Sarkozy à la primaire. Circule et rien de nouveau à voir, persiflent certains commentateurs. Un manque criant de nouveautés, preuve que la nouvelle génération n'a pas encore pris le pouvoir dans les états-majors des partis. Il est vrai qu'obtenir la signature de 500 maires n'est pas une chose aisée sans l'appui d'une structure politique enracinée. Emmanuel Macron, qui rêve de bousculer le jeu politique, jouera, s'il va au bout de sa démarche, la carte de la nouveauté. Un critère qui risque de se faire rare lors de cette élection présidentielle. Alors, je vais évidemment vous faire réagir à l'aspect politique, mais je voudrais d'abord vous poser une première question plus personnelle que politique. Camille Lenné, quand vous voyez ce paysage politique aujourd'hui, ce manque de renouvellement criant, qu'est-ce qui vous donne encore envie de continuer et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager aujourd'hui au sein de votre parti à vous? Moi, depuis le début, si je suis engagée, c'est dans un mouvement de jeunesse, parce qu'en fait, en réalité, c'est aussi parce qu'on est des jeunes qui faisons de la politique par les jeunes et pour les jeunes. Donc c'est aussi ça mon engagement, le but de mon engagement. Et du coup, je pense qu'on est beaucoup à être comme ça. Alors après, c'est sûr qu'il y a besoin d'un renouvellement en politique parce qu'il y a des gens qui sont là depuis des années. Mais après, on peut pas non plus juger que sur le renouvellement en termes de personnes, parce qu'il y a aussi un renouvellement d'idées quelque part, parce qu'il y a des libéraux qui sont au pouvoir depuis maintenant des années. Et je pense qu'il y a besoin d'avoir aussi d'entendre des idées qui sont alors parfois criées depuis longtemps, mais qui en tout cas sont là, sont justes et ont besoin d'être entendues. Pourquoi ça vous fait sourire, Sacha Houlié? C'est ça le vrai sujet, c'est le renouvellement des idées, puisque le renouvellement des têtes peut-être. Lorsqu'on parle de la classe politique actuelle, on s'aperçoit qu'en fait on a à peu près tous les mêmes, et vous l'avez dit, il y aura 9 qui sont susceptibles d'être à nouveau candidats. En Angleterre, dans un match de foot, ça arrive, et c'est quand le match a été médiocre à l'avance. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la seule personnalité politique qui dénote et qui serait nouvelle, et vous l'avez dit aussi. Déjà, vous arrivez à votre champion. C'est Emmanuel Macron. Alors, on y viendra aux idées, mais d'abord, il n'y a pas que les idées d'Emmanuel Macron qui sont neuves, il y a aussi les pratiques. Il l'a démontré dans sa loi, il a montré qu'il n'y avait pas besoin de... Avant de le défendre, je voudrais qu'on parle de vous. Non, c'était encore une question. Vous avez quel âge à peu près? 27 ans. Vous avez 27 ans. Est-ce que vous vous imaginez dans 30 ans à certains postes aujourd'hui de la République comme ceux qu'on vient de voir dans ce sujet? Ce qui a fait la différence des cofondateurs des Jeunes avec Macron, c'est qu'on a une activité professionnelle à côté et qu'on ne vit pas la politique comme un métier. Et je pense que c'est ce qu'aujourd'hui veulent les Français, c'est tout le soutien qui a été manifesté aux lois non-cumul, et c'est aujourd'hui ce qui fera le renouvellement des responsables politiques de demain. Alors je vais vous laisser réagir, mais puisque Sacha Houlié nous parle déjà d'Emmanuel Macron, il veut incarner le changement. Emmanuel Macron entend bien se mettre en marche sur ce désir. Il faut changer, dit-il, parce que les circonstances l'exigent. On l'écoute et vos réactions juste après. Les circonstances graves que traverse notre pays, dont tous les dirigeants politiques parlent, ils imposent de changer. Et on pense que du côté de la vie politique, il faudrait faire comme on a toujours fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir un camp bien défini, la droite qui organise ses primaires, avec aujourd'hui des débats dont on voit la nature ces derniers jours entre des dirigeants bien connus, installés depuis des décennies, ce que peu de pays partagent avec nous, et que la gauche va avancer comme elle l'a toujours fait, avec des dirigeants bien connus. Non. Je pense qu'aujourd'hui, parce que les circonstances sont différentes, parce que nous devons être responsables devant les Français, eh bien oui, nous devons prendre d'autres risques, c'est-à-dire proposer d'autres choses, refonder de manière utile une offre politique qui propose, dans ce moment, eh bien, de porter une voie progressiste.
Alors, Louis de Gouillon-Matignon, vous vous impatientez sur votre siège. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais écoutez, ça me fait rire parce qu'en réalité, ces gens ne disent rien. En fait, il n'y a pas de projet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de têtes qui vont se renouveler. Je crois qu'ils sont 15 à droite, 15 à gauche. Ils vont être 20, je sais pas. Bon, en gros, on aura une quarantaine de candidats. Ce qui est sympa avec Emmanuel Macron, grosso modo, il marche. Pourquoi? Parce qu'il est jeune, parce qu'il est plutôt beau gosse et parce qu'il sait servir d'un iPhone. Fondamentalement, c'est ça son pitch. Mais c'est quoi ses idées? Pas un peu caricatural? Non, parce qu'on a la tête d'un grand pays qui a une grande histoire. Tout à l'heure, vous avez posé à mademoiselle la question pourquoi est-ce qu'elle s'engage en politique. Moi, je vais vous dire pourquoi je m'engage en politique. Moi, je m'engage en politique parce que j'en ai marre de voir ce pays traîner vers le bas. J'en ai marre de voir des agriculteurs qui souffrent. J'en ai marre de voir des gens qui sont exclus. J'en ai marre de voir des Noirs et des Arabes qui ne veulent pas trouver de travail en France. Moi, je m'engage parce que j'ai envie de porter un projet de société. Ce seul projet de société qui aujourd'hui peut être porté, c'est l'Europe. Pourquoi l'Europe? Parce que l'Europe, c'est la conclusion de la France. L'Europe, c'est quoi? C'est sauvegarder la culture. L'Europe, c'est avoir la première armée au monde, le premier champ économique au monde. C'est avoir une situation géostratégique fabuleuse et d'une certaine façon, c'est vraiment de conclure les États-nations européens. Moi, quand je vois quelqu'un comme Macron, alors fondamentalement, vous aimez bien Macron, c'est sympa, mais moi, je vois quelqu'un qui est juste dans le système. Contraire à ce que vous avez dit sur l'Europe. Vous entendez ce que vous avez dit? Il dit rien, il n'incarne rien. C'est ça qui est dommage. Vous entendez ce que vous avez dit, Gaëtan Dussopt? Vous avez dit, présentez-vous. Alors moi, je m'appelle Louis de Gouillon-Matignon et je défends l'Europe et j'ai défendu les gens du voyage et je défends notamment les liens entre l'Europe et l'Afrique parce que je crois que l'Afrique est un grand levier avec lequel nous devons travailler parce que l'Afrique va être le continent du futur et que grâce à la francophonie, n'est-ce pas, nous allons pouvoir rayonner à travers le monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je soutiens également l'action qui est faite dans les dom-toms. Qu'on soit d'accord ou pas, vous défendez votre projet avec conviction. Non, je défends pas mon projet, je défends le seul projet qui soit viable aujourd'hui, qui soit cohérent. C'est l'Europe. Macron, c'est quoi? C'est juste un beau gosse. C'est quoi? C'est quelqu'un qui est la tête d'une association de commerce, quoi. Il est sympathique, mais fondamentalement. Vous allez réagir, Sacha Houlié. Moi, ce que j'aimerais, excusez-moi, madame, juste terminer là-dessus. Moi, ce que j'aimerais, c'est Napoléon. J'aimerais Charlemagne. J'aimerais quelqu'un qui guide la France. J'aimerais qu'on ait une grande vision pour ce pays. La personne qui va défendre. Il est où cette femme providentielle ou cette femme providentielle? La personne qui va défendre l'Europe, parce que l'Europe, c'est le seul projet viable aujourd'hui. Mais je ne sais pas. Pour l'instant, vous n'avez pas donc de champion. Ici, vous ne défendez personne d'autre que vous, j'allais dire. Non, je défends pas moi, madame. Moi, je défends vraiment, je vous promets, je défends juste un projet. Ce projet, il est simple, c'est qu'on fasse l'Europe. Parce qu'en faisant l'Europe, on va pouvoir survivre. Gaëtan Dussopt, même question, parce que lui, de Gouillon-Matignon, nous a expliqué avec beaucoup de conviction pourquoi il s'est engagé. Vous, je crois que c'est quasiment à la sortie, je crois, de l'université que vous êtes engagé avec le Front National. Alors, c'est même au moment en fait, où je suis arrivé à l'université. J'ai adhéré au Front National à l'âge de 17 ans. Je revenais de banlieue parisienne. Je suis arrivé dans la université de philosophie et lettres modernes à la Sorbonne. Et j'ai décidé de m'engager en politique parce qu'en fait, c'était quelque chose qui m'intéressait énormément. J'avais envie de participer un peu aux actions politiques, etc. Et il se trouvait que dans ma faculté, j'étais à Tolbiac, eh bien, il était impossible d'avoir un débat politique serein et apaisé. C'était quelque chose qui était impossible parce qu'il y avait des petites milices d'extrême gauche proches des mouvements communistes, etc. qui en fait... Ah non, mais moi, je participais aux assemblées générales d'étudiants, etc. Et dès qu'on avait... Je peux finir mon raisonnement? Dès qu'on avait un peu l'audace de parler d'autres sujets que du simple fait de savoir de quelle couleur seraient les murs de l'amphithéâtre, etc. Et notamment d'aller sur les sujets de la précarité de la vie étudiante et notamment de la responsabilité des politiques en matière d'immigration, en matière d'insécurité, etc., etc. Eh bien, tout de suite, on était mis à la porte des amphithéâtres. C'est pour ça que vous êtes engagé, parce que vous estimiez que vos convictions, selon vous, n'étaient pas ni défendues ni représentées. Elles n'étaient pas défendues, pas représentées au sein de l'université, et il y avait surtout cette impossibilité, en fait, à pouvoir dialoguer, à pouvoir discuter, Et aujourd'hui, etc. au sein de votre parti, vous arrivez à les défendre, parce qu'on dit parfois que les partis politiques ont tendance à empêcher les nouvelles personnalités, comme vous, politiques, à émerger. Je vous rassure, au sein du Front National, on n'a pas ce problème. Pour rappel, le Front National est le premier mouvement chez les jeunes. Vous n'appelez pas Le Pen, pourtant. Non, mais bien sûr, mais preuve en est que c'est encore plus évident que cela. Nous sommes le premier mouvement jeune au sein de la classe politique française. Nous avons 25 000 adhérents derrière nous. Il y a plus d'un jeune français sur 3 qui vote pour le Front National, pour les candidats présentés par le Front National. Et cela se retrouve aussi dans le fonctionnement interne du Front National. Les jeunes accèdent à des responsabilités au niveau départemental surtout pour indépendamment de l'étiquette FNJ et sont directement au sein du Front National. Ils accèdent à des postes d'élus. Le plus jeune conseiller régional d'Île-de-France est Jordan Bardella. C'est un élu du Front National. Donc voilà, ils ont toute leur place. Alors Sacha Houlié et Camille Linnet vont vous répondre. Je voudrais d'abord, parce que vous avez parlé de Marine Le Pen, s'il en est une qui compte bien profiter du non-renouvellement des élites politiques, c'est bien elle, la présidente du Front National, pourtant bien présente dans l'arène politique depuis des années. Elle surfe sur cette vague. On l'écoute, c'était il y a quelques semaines, quelques jours, lors de son discours de rentrée. Finalement, tous ceux qui aujourd'hui se présentent sont en session de rattrapage. Ils espèrent que les Français oublieront leurs échecs, mais désolé, nous serons là pour les rappeler. Comment imaginer alors
que les Français aient envie de remettre à l'Élysée quelqu'un qui aurait déjà si lourdement échoué. Sacha Houlié, elle a raison justement de surfer sur ce non-renouvellement de la classe politique, alors qu'elle-même est là depuis très longtemps et apparemment ça porte auprès de son électorat. Nous, on parlait de programmes et d'idées tout à l'heure, et on demandait quelles étaient celles que l'on porte dans nos collectifs, les jeunes avec Macron notamment. Nous, ce qu'on porte en tant qu'étendard, c'est la lutte contre le déterminisme et la rente. Et Marine Le Pen, elle vit d'une rente. Elle vit du nom de son père, comme Marion Maréchal Le Pen vit du nom de sa tante et de son père. Donc, excellence. D'abord la banque, maintenant la politique, c'est la même chose. Mais Macron, c'est le produit de la méritocratie républicaine. Ah oui, donc, alors, si vous n'êtes pas d'accord, on peut en discuter. Mais en tout cas, ce qui est différent et ce qui fait qu'aujourd'hui, la vraie différence qu'on incarne, c'est que là où certains prétendent parler au nom du peuple, là où certains prétendent qu'ils ont les réponses des gens, des vrais gens, eh bien, nous, on a été les interroger, ces personnes-là. On a fait une opération de porte-à-porte géante dans laquelle on a été interrogé dans toute la France pendant près de 4 mois les Français pour leur demander quelles étaient leurs priorités. Constaté. Alors, le diagnostic... Vous connaissiez quand même un petit peu les priorités des Français avant de taper à leur porte, j'espère. Évidemment, mais le but c'était aussi de leur redonner la parole. Parce que dans ce qui est dit et dans ce qui est craint dans l'espace politique, et ce qui fait aujourd'hui qu'il y a autant de défiance, ce qui fait qu'il y a aussi peu de renouvellement peut-être, et parce que les Français n'y adhèrent pas, parce qu'ils ne se retrouvent pas dans le personnel politique aujourd'hui, c'est qu'on ne retrouve plus leurs priorités. Et donc, on a recueilli les témoignages, on a le diagnostic qui est en train d'être établi, il sera produit. Alors vous nous le livrerez à la prochaine invitation, c'est bien ça. C'est par étapes, c'est-à-dire on peut pas on vous entend présumer. Depuis tout à l'heure et vous avez de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux qui nous indiquent que le renouvellement de la classe politique, c'est le renouvellement d'une génération, c'est le renouvellement des idées également. Mais est-ce que vous le portez? Parce que depuis tout à l'heure, mis à part Louis de Gouillon-Matignon, vous nous parlez de vos partis respectifs, de vos champions respectifs et vous-même. On a envie de demander, Camille Linnet, et vous-même, au-delà de l'homme ou de la femme que vous allez soutenir en 2017. Déjà, moi, j'ai pas de champion là. En tout cas, je suis pas venue là pour ça. Mais toujours est-il que déjà, on nous parle. Enfin, moi, je veux bien qu'on nous dise que le Front National fait la place aux jeunes et tout ça, mais déjà, c'est du népotisme parce qu'on a eu le père, on a la fille, il y a Marion Maréchal. Enfin voilà, il y a toute la famille. Donc en fait, on peut pas parler non plus de renouvellement. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, donc, je suis effectivement pas là pour défendre un champion, parce que moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est effectivement, en tout cas, moi, je suis responsable d'une organisation de jeunesse, pas d'un parti politique, mais d'une organisation de jeunesse, qui est le Mouvement des Jeunes Communistes de France. Et, qui est un peu marqué politiquement. Il est marqué politiquement, mais ce n'est pas le Parti communiste. On s'entend bien là-dessus. On s'entend bien, voilà. Et du coup, là, c'est les aspirations des jeunes. Alors effectivement, nous, on a fait aussi un questionnaire là qu'on fait remplir par les jeunes. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la première préoccupation, c'est l'emploi. Et parce que l'emploi, c'est effectivement une question qui anime tout le monde, et pas que les jeunes. Et c'est légitime. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, on n'est pas rassuré, quoi. Donc je pense que, en tout cas, moi, le but que j'ai là, c'est que, en tout cas, dans cette campagne en 2017, on parle un peu des jeunes, parce que 2012, priorité jeunesse, et en fait, on n'a rien vu venir. Et en tout cas, dans toutes les campagnes présidentielles depuis des années, et je pense que personne autour de la table peut le remettre en cause, on a toujours les questions de jeunesse, elles ont toujours été mises de côté. Donc je pense que là, on a vraiment, en tout cas, beaucoup de choses à dire là-dessus. En tout cas, moi, j'en ai. Et ce qui est sûr, c'est que les jeunes, si on veut qu'ils s'y intéressent et si on veut que, comme il a dit, ce soit pas l'abstention leur premier parti politique, il faut aussi parler de leur, aller les voir, parler de leur vie, et en tout cas que qu'ils se sentent concernés par cette campagne. Je vais vous proposer dans quelques instants quelques pistes, quelques idées, et vous nous direz si vous êtes d'accord ou pas, si ça permet de renouveler ce personnel politique. Mais Louis de Gouillon-Matignon, je vous voyais un peu parfois presque perdu en entendant quelques argumentaires. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, on ne saisit pas du tout là où on est aujourd'hui, qu'on est grosso modo, on est en 2020. La France a changé. On a quelqu'un qui représente le Parti communiste. Alors j'ai beaucoup de respect pour les gens qui militent au parti, parce que ce sont des gens que j'estime énormément, mais faut être un peu sérieux aujourd'hui. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que tant qu'on n'aura pas des idées fortes, sérieux. Tant qu'on n'aura pas des idées un peu longues, tant qu'on n'aura pas une vision. Non, mais chère madame, écoutez, je m'exprime parce que vous m'avez invité, et je vous explique simplement que je trouve qu'aujourd'hui, il y a un manque d'idées. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, j'entends les différentes personnes parler des différents candidats, etc. Mais qui est-ce qui vraiment aujourd'hui porte des idées? Personne, fondamentalement. Et vous, excusez-moi, mademoiselle, mais vous parliez de la jeunesse. On s'en fiche de la jeunesse. Ce qui compte, c'est la France. Ce qui compte, c'est l'Europe. Ce qui compte, c'est le monde. C'est pas l'avenir de la France, la jeunesse? Mais non, mais on s'en fiche. On va pas miser juste sur la jeunesse. C'est comme si je faisais juste ma campagne sur les femmes ou juste ma campagne sur les agriculteurs. C'est l'ensemble qu'il faut comprendre. C'est bien, mais pas moi. Non, mais je vous explique juste qu'une vision politique, c'est une vision globale, c'est une vision large. C'est pas juste prendre la jeunesse, c'est prendre tout le monde, essayer d'avoir un projet ensemble. C'est quoi le projet ensemble? Moi, je vais vous dire quelque chose de très simple aujourd'hui. Vous marchez n'importe où dans la rue, vous marchez dans banlieue, tout le monde vous regarde mal. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est en train d'être divisé parce qu'il n'y a pas de projet en commun. Tant qu'il n'y aura pas de projet en commun, il y aura de la division. Tant qu'il n'y aura pas de projet en commun, il n'y aura pas de travail. Tant qu'il n'y aura pas de projet en commun, il n'y aura pas de culture. Je suis allé voir un fabuleux film sur Benjamin Militié qui s'appelle Relève. Vous allez me raconter le film
aujourd'hui, le projet en commun. Excusez-moi, madame, Attendez, mais j'ai juste envie de voir de la jeunesse. Je veux poser ma question quand même. Des nouvelles et une vision d'ensemble. Oui, parce que c'est la jeunesse qui doit aujourd'hui porter, mais c'est pas la jeunesse qui doit être ciblée principalement. C'est ce que j'explique, mademoiselle. Vous avez pour vous, c'est bien la fougue de la jeunesse. On a pour nous un petit peu, reconnaissez l'expérience, donc je vais quand même vous poser la question. Par exemple, si une piste, une proposition, le mandat unique comme le propose Alain Juppé, bonne ou mauvaise idée? Je sais pas, on s'en fiche quoi. Pourquoi? Mais parce que c'est pas ça qui va faire que notre pays va être fort et que notre pays pas dans un renouvellement. Le mandat non, mais unique, ce qui compte, excusez-moi, ce qui compte, c'est pas le renouvellement. Ce qui compte, c'est qu'on ait des idées. Arrêtez de vouloir toujours encadrer l'administration électorale et l'administration politique. Juste militer pour des idées. Arrêtez de militer pour des partis. Arrêtez de militer. Excusez-moi, on va parler d'une idée, mais si vous voulez, à un moment donné, réduire à un mandat unique selon ce que dit Alain Juppé, pourquoi pas? Mais le problème, c'est pas tant le mandat unique, c'est le fait que Alain Juppé se retrouve candidat à l'élection présidentielle 20 ans après avoir été Premier ministre. Mais arrêtez de critiquer tous les hommes politiques qui se présentent. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous parlez-nous de vos idées, parce que tout à l'heure, vous faites critiquer, pointer du doigt les gens. On parle de renouvellement. Avec Juppé. Juste, moi j'ai envie que vous ayez des idées sur ce plateau. Vous voulez parler d'idées, alors on peut en parler, mais quand on propose une mesure, on la discute. En état, le mandat unique, c'est pas le non-cumul des mandats, et ce qui aurait permis de renouveler la classe politique. Parce que c'est ce qui a été fait, et finalement le retard dans l'application de cette loi et certains sénateurs. Vous voulez pas renouveler les idées ou le renouveler la classe politique? Ça passe pas forcément à travers le renouvellement de la classe politique. Vous n'avez pas le monopole des idées quand même ce soir. Excusez-moi, elle est facile, mais laissez un peu parler vos petits camarades. Mais depuis tout à l'heure, j'entends juste des gens qui daubent sur les différents acteurs politiques. Excusez-nous, la prochaine fois, on va élever le niveau et on le fera avec moi aussi. Mais Gaëtan, allez, s'il vous plaît. Autre piste, partir quand on est battu. Et je voudrais avoir votre réaction de jeunes responsables. C'est presque une norme ailleurs, en Europe et ailleurs, sauf en France. Comment vous expliquez cette spécificité, le retour tout le temps? Oui, bah là on peut penser en première ligne évidemment à Nicolas Sarkozy, qui a quand même été vaincu en 2012. Il était d'ailleurs tellement détesté par la population française qu'ils en sont venus à voter pour François Hollande, donc c'est pour dire. Tous ceux qui n'ont pas gagné en 2012 se représentent en 2017. Oui, mais si vous voulez, pour le coup, on est un peu quand même une exception pour le coup, c'est que le Front National n'a jamais exercé le pouvoir, n'a jamais été encore aux responsabilités dans notre pays. Donc évidemment que nous continuons à nous présenter, évidemment que Marine Le Pen sera candidate pour l'élection présidentielle 2017, et tant mieux. Maintenant, j'aimerais juste revenir sur quelque chose dont on n'a absolument pas parlé, c'est que en effet, le renouvellement du personnel politique, c'est une chose en soi, pourquoi pas. Le renouvellement des idées, c'est nécessaire. Et évidemment, le Front National en est une alternative formidable. Mais ensuite, il ne faut pas oublier aussi le renouvellement de la manière de faire de la politique. Et pour ça, je pense qu'il y a une réforme radicale à mettre en œuvre. C'est des questions que je vous pose, oui. Voilà, c'est l'une des réformes radicales à mettre en œuvre dans notre pays, c'est remettre le peuple au cœur des décisions. Il a été complètement ignoré, complètement. Mais déjà, il faudrait qu'il soit justement. Il y a le référendum d'initiative populaire pour lequel nous militons, un peu calqué sur le modèle suisse. Il faut évidemment qu'il soit justement véritablement représenté dans sa pluralité et sa diversité au sein des institutions parlementaires. Comment aujourd'hui se fait-il qu'un mouvement comme le Front National, qui représente aujourd'hui quasiment 30% de la population, eh bien, se retrouve avec 2 députés à l'Assemblée nationale et 2 sénateurs? Quoi qu'on pense du Front National, c'est une vraie question, Camille Lenné. Il a raison, bien sûr. On peut le reconnaître sans être d'accord avec ce parti, c'est une vraie question de représentativité tout simplement. Je vous fais réagir, vous avez beaucoup de réactions, c'est Stéphane Bobin qui vous demande, Camille Lenné, le renouvellement n'est pas une question d'âge, mais passera, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, par une meilleure implication des citoyens dans le débat public et politique. Vous avez vu qu'il y a une effervescence de ces initiatives. C'est vrai. Comment vous les intégrez, vous les appréhendez? De toute façon, nous en tout cas on parle de 6e République, donc si c'est pas ça donner le pouvoir aux citoyens, je vois pas ce que c'est. Donc effectivement, parce que on peut parler de renouvellement de la classe politique autant qu'on veut, alors je vais peut-être utiliser les grands mots mais tant qu'on donne pas la parole au peuple, on n'aura rien quoi. Et c'est sûr que c'est toujours la même chose en fait, c'est que si les gens n'ont pas la liberté de s'exprimer et qu'ils n'ont pas l'impression de se sentir acteurs, on n'arrivera pas à les intéresser, quel que soit, et c'est ça tout l'enjeu en fait. Il y a 2 questions dans ce que vous venez de dire. Il y a d'abord, vous parlez du battu qui doit partir. Aujourd'hui, si le battu, si les personnes qui ont échoué à leur tâche ne peuvent pas partir, c'est parce qu'il y a une professionnalisation. C'est parce que pendant trop longtemps, on a pensé que faire de la politique, c'était un métier. On était député, on était sénateur, on était président du Conseil général, on était président de la République, et finalement, on ne sortait jamais de ce système-là. Ça s'appelle aussi l'expérience, parfois. Non, mais ça c'est peut-être l'expérience, mais l'expérience, on peut en faire dans le privé, on peut en faire dans le public, on peut en faire dans les associations, on peut en faire en tant que militant dans plein de choses. Et donc, c'est aussi ça, le fait de pouvoir renouveler les pratiques politiques, c'est de renouveler des gens qui ont des expériences multiples. C'est une première chose. Et il y a une deuxième chose, parce que j'entends justement des gens qui veulent associer le peuple. Il y a le parler et il y a le faire.
et le faire. Donc moi j'avais parlé de l'opération de la Grande Marche, il y a effectivement la proportionnalité et je pense que c'est une très bonne mesure à prendre dès demain, mais il y a aussi plein d'autres méthode à mettre en œuvre. Louis de Gouillon-Matignon, il vous a parlé tout à l'heure d'un projet. Il vous a développé ses idées. On a envie de connaître, parce que pour l'instant, vous marchez, vous courez même derrière Emmanuel Macron. Mais quel est votre projet? Vous nous dites que vous allez faire encore du porte-à-porte, le diagnostic. Non, or, vous connaissez l'état de la France. Donc, quel est votre projet? Alors, en fait, nous, ce qu'on a prévu, il y a effectivement des gens qui ont déjà travaillé et il a été mis en œuvre dans ce qui a été la loi Macron. Et alors, par ailleurs, en termes de renouvellement, on a eu une association des parlementaires. Quel est votre projet? Oui, quel est notre projet? Nous, on a considéré, première chose, qu'il y avait énormément de blocages et donc il y avait besoin de remettre de l'huile dans les rouages, remettre de la liberté, parce que la liberté était génératrice d'égalité. Et donc, c'était lever les blocages dans les secteurs des transports, c'était lever les blocages. C'est du sophisme, tout à l'heure. C'était lever des blocages dans le secteur de l'accès aux professions réglementaires. Excusez-moi, mais c'est du sophisme depuis tout à l'heure. Et les jeunes avocats, les jeunes avocats qui pourront s'installer, les jeunes notaires qui pourront s'installer, et les jeunes huissiers qui pourront s'installer, ils ne pensent pas que c'est du sophisme, ce que je raconte. C'est intervenir dans des entreprises. Je vais vous répondre, je vais vous dire pourquoi déjà est-ce qu'on a des personnes qui reviennent. Tout simplement parce que déjà en France, on adore la politique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre quand on va dans d'autres pays dans le monde. Nous, on a une tradition politique forte, donc c'est la raison pour laquelle on adore. On est tout le temps devant la télévision à regarder les hommes politiques, à les commenter. Nous, fondamentalement, on adore la politique. C'est la raison pour laquelle on a une activité intense. La seconde question, je pense, qui est vraiment importante, c'est est-ce que la politique va toujours exister? C'est une vraie question que je pose. Est-ce que vous pensez vraiment que d'ici 50 ans, le monde a changé? C'est juste ce que j'essaie de vous dire. Je pense que l'activité économique est tellement forte aujourd'hui qu'on peut se passer de certains hommes politiques. Je pense qu'on peut se passer du Sénat. Je pense qu'on peut se passer de certains conseillers régionaux. Je pense qu'on peut fusionner certaines communes. Mais bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte tout ce qu'on est en train de dépenser comme argent dans l'administration politique, mais c'est totalement ubuesque. Depuis tout à l'heure, vous me dites que vous allez porter un projet, que vous êtes engagé pour ça, et là, vous nous dites que le politique peut peut-être disparaître parce que l'économie a pris la main, donc vous allez disparaître avec lui. Et bien évidemment, parce que le sens de la politique, que pensez-vous qu'est la politique profondément? La politique, c'est le produit de l'économie, madame. S'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de politique. Fondamentalement, c'est la lecture marxisante de l'histoire. Moi, ce que je veux simplement expliquer, c'est que l'Europe, c'est la continuité normale, c'est la suite logique du développement de l'économie, et je pense que la disparition de la politique à terme est un vrai projet, parce que l'économie sera tellement forte. Parce qu'on s'est borné à encadrer l'économie, et qu'aujourd'hui on n'a pas mis l'harmonisation fiscale ou sociale qui fait qu'on a une concurrence économique entre les pays de l'Union européenne. Et donc finalement aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est que en fait on va se borner en politique à gérer l'économie, ce qui n'est pas acceptable. Mais c'est pas notre projet de société. Mais cher monsieur, l'économie se gère très bien elle-même. Je vous rassure. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a tous des pics de Mirandol qui se prétendent de grands connaisseurs de l'économie qui finalement n'y connaissent strictement rien. Je vais faire réagir Camille Lenné et Gaëtan Dussocé qui pourraient expliquer peut-être ces blocages. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ce que l'on appelle la reproduction des élites, une forme d'énarchie avec le système de l'ENA. Est-ce qu'il y a une uniformisation? Ça vous fait sourire, vous me direz pourquoi. Une uniformisation dangereuse aujourd'hui que vous voyez à différents postes, pas seulement de la République, mais un petit peu partout aujourd'hui. Oui, non, mais il y a eu pendant un petit moment cette espèce de mode ou de ce refrain qui revenait assez souvent, qui consiste à dire finalement tous les politiques sont des énarques, tous les politiques sortent des grandes écoles, etc. Ce qui n'est pas entièrement faux, mais je ne crois pas qu'il faut se servir de ça un peu comme une excuse pour expliquer ensuite les trahisons et les incompétences d'un certain nombre de politiques. Je pense qu'il y a un moment donné, quand je vous disais qu'il fallait remettre le peuple au cœur des décisions, c'est aussi pour qu'il puisse être arbitre. On parlait du référendum d'initiative populaire, c'est justement un moyen qui lui permet finalement d'interpeller directement, quand bon lui semble, quand il le veut, lui, le peuple, les responsables politiques dans notre pays. Et pas seulement d'essayer de le contacter. Il faut juste des idées, c'est pas parce que le peuple est arbitre. Beaucoup parlé, tu fais beaucoup de bruit, on n'a toujours pas compris ton projet. C'est une remarque intéressante qu'il vous fait. À force de vouloir déléguer finalement les choix au peuple, on a envie de vous demander, et vous, attendez, le référendum, c'est au peuple de décider, et vous? Mais évidemment, mais attendez, on est quand même en France, dans la République française, on est en démocratie, le seul souverain, c'est le peuple. Il n'y a personne d'autre qui peut décider autre que le peuple. Le politique, il est là pour mettre en place les idées qui sont revendiquées par le peuple. Et il n'y a pas d'autre omission de la part du politique. Si, ici, sur le plateau, on n'a pas compris ça, eh ben, je m'inquiète énormément pour l'avenir de notre pays. Camille Lenné, une réaction, puis on va passer à ce qui se passe aussi à l'extérieur. Parce qu'en fait, en vrai, la politique, ça vient du grec, ça veut dire la vie de la cité. Et en fait, tout le monde doit être concerné par la politique et tout le monde doit pouvoir en faire. Et en tout cas, moi, dans mon organisation, alors évidemment, il y a des gens qui ont fait des études et des énarques, ça existe. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens de votre génération? J'ai envie de m'engager avec toi, Camille, honnêtement, c'est ce qu'ils vous disent? Oui.
parce que aussi surprenant que vous essayez de convaincre. Bien sûr, mais aussi surprenant que ça puisse paraître. Mon mouvement, il a fait 2000 adhésions pendant le mouvement social, qui n'est pas fini, donc j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais toujours est-il que, en fait, moi, dans mon organisation, il y a aussi des gens qui n'ont pas fait d'études, et pour moi, je ne conçois pas la politique comme une élite, en fait. C'est-à-dire que tout le monde a son avis à donner, et tout le monde devrait pouvoir s'exprimer, être élu, etc. Et en tout cas, les élus du Parti communiste, il y en a qui sont ouvriers, il y en a qui n'ont pas fait d'études, etc. On a des maires comme ça, des élus qui ont des places importantes, etc. Et c'est aussi comme ça qu'il faut concevoir la politique, parce que je pense que la vision qu'en ont les gens, c'est de se dire, de toute façon, c'est un truc inaccessible pour moi, avec des gens qui sont professionnels de la politique, et en fait, c'est pas ça la vie. Et en tout cas, ça ne doit pas être comme ça. Et je pense qu'il faut s'attacher à essayer de casser ça et de dire, voilà, les gens qui font de la politique, les gens, moi, je suis comme ça, mais il y en a d'autres ici, certainement, et d'autres ailleurs, qui en fait sont dans la rue. Moi, je suis dans la rue, j'étais dans la rue cet après-midi, je vais militer sur le terrain, je vais voir les gens. Et en fait, l'idée, c'est qu'on fasse comme ça. C'est ça la politique. Excusez-moi, je partage pas votre point de vue, parce que moi, ce que je considère aujourd'hui, c'est que les gens en fait se désintéressent de la politique. Et ben justement, on essaie de les réintéresser. Non, mais ils se désintéressent pas parce qu'il n'y a pas d'idée, etc. Parce que juste les gens se désintéressent, parce qu'aujourd'hui les gens préfèrent poster des belles photos sur Instagram, être avec leur chat, partir en voyage. Va voir les gens, et fondamentalement les gens. Ça c'est une attaque. Attendez, ça c'est une attaque peut-être à l'encontre d'Emmanuel Macron, qui a peut-être abusé un petit peu de la communication. Trop de com, tue la com. On se souvient de cette image quand même en train d'être rasée. J'en sais rien si trop de com tue la com, mais en tout cas, ce que je constate, c'est que dans les adhérents de mon organisation, il y a 70% des gens qui adhèrent pour la première fois à un mouvement politique. C'est-à-dire que c'est fondamentalement les jeunes, c'est des sciences pistes, c'est des jeunes de Paris. Il faut arrêter quoi. Aller dans la France, aller rencontrer les gens, demandez-leur s'ils connaissent le Tour de France. On était à Lille, on était en banlieue, on était partout. Les gens connaissent qui aujourd'hui? Ils connaissent Alain Juppé, ils connaissent Marine Le Pen, ils connaissent Nicolas Sarkozy, François Hollande. Est-ce que je peux parler 2 minutes? D'accord. Je veux juste expliquer, c'est que est-ce que je peux parler ou il n'y a que toi qui as le droit de parler? Non, mais il faut que vous sortiez de votre cocon parisien, parce que. Mais viens voir les jeunes avec Macron. Et si vous ne reproduisez pas les mêmes tics que vos aînés sur ce plateau, ce serait déjà une bonne chose. Écoutez-vous et parlez, allez-y. Mais moi, je finis donc de ce que j'ai développé, c'est qu'au-delà même de 70% de personnes qui ont leur premier engagement, on a 80 personnes sur tout le territoire qui gèrent des collectifs locaux, qui en totale autonomie décident de se représenter, de se revendiquer des jeunes avec Macron, et ensuite on les aide, on leur envoie des documents sur lesquels ils travaillent, sur lesquels ils font remonter des propositions. Et effectivement, il y a un besoin de liberté dans l'engagement politique qui aujourd'hui n'est pas proposé par les partis politiques. Qu'on conclue en sortant de nos frontières hexagonales. L'Italie, par exemple, qui a vécu en 2014 un renouvellement de taille avec la rapide ascension de Matteo Renzi, 40 ans, qui était jusqu'alors maire de Florence. Et puis évidemment, souvenez-vous, c'était en 2008, difficile de ne pas en parler, de l'autre côté de l'Atlantique, un jeune sénateur noir incarnait ses rêves de changement. Le monde y croyait, c'était lors de son premier discours de président. On l'écoute, Barack Obama. Cette élection, c'est la réponse des jeunes et des plus âgés, des riches et des pauvres, des démocrates et des républicains, des noirs, des blancs, des hispaniques, des asiatiques, des américains, des homosexuels, des hétérosexuels. Le peuple américain a exprimé un message au monde entier. Nous ne sommes pas une multitude d'individualités, nous ne sommes pas des États démocrates et des États républicains. Nous sommes et resterons toujours les États-Unis d'Amérique. Tout ceci aura mis du temps, mais ce soir, à travers ce que nous avons fait aujourd'hui, à travers cette élection, en ce moment crucial, le changement est enfin arrivé aux États-Unis. Voilà, non, ce n'était pas il y a un siècle, c'était en 2008. Il incarnait le changement et vous débattiez là, pendant qu'on écoutait ce discours déjà du résultat de ce changement. Oui, parce que globalement, vous êtes-vous déçu ? Et moi, j'attendais rien de Barack Obama, donc je suis pas déçu. Hein. Mais ce que je vois, c'est que Barack Obama, en fait, il est un peu comme Emmanuel Macron. Il est beau gosse, il est jeune, il est différent. Vous n'allez pas nous résumer tout ça au physique. Non, oui. non, mais excusez-moi, madame. Excusez-moi, la politique, c'est quand même ça. La politique, c'est quand même ça aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est Mitterrand qui s'était fait limer les dents. Enfin, le physique, c'est quand même, c'est vraiment. La politique, c'est le physique. On a compris ce que vous pensez de son physique. Sur le fond, peut-être une réaction. Mais il n'en reste rien, quoi, de Barack Obama. Tour de table pour terminer. Non, mais je pense que Barack Obama, effectivement, il a développé dans son pays une idée qui était la sécurité sociale qui fonctionne ou ne fonctionne pas et qui a c'est raté, mais effectivement c'était pour les États-Unis une grande avancée. On a Alexis Tsipras, dont vous n'avez pas parlé non plus, qui pour le coup a vraiment milité pour maintenir son pays dans l'Union européenne et pour faire tous les efforts de solidarité européenne qui font qu'aujourd'hui on construit l'Europe ensemble. On va faire le tour de tous les dirigeants. Voilà. Je veux dire, aujourd'hui il y en a beaucoup qui renouvellent. Conclusion, Camille Lenné puis Gaëtan Dussocé. Tout ça prouve bien que c'est pas parfait parce que en fait renouveler une personne ça suffit pas. En fait c'est plus large que ça le renouvellement. Et en fait je voudrais pas rabâcher, mais en fait si on renouvelle pas les idées et si on change pas nos manières de faire et qu'on fait pas de la politique autrement, ça change rien.
Très clairement, que ce soit avec l'exemple de Barack Obama ou de Matteo Renzi ou même d'Alexis Tsipras, à partir du moment où ils soutiennent exactement le même modèle politique que celui qui est appliqué depuis 40 ans, il ne faut pas s'étonner que rien ne change. Vous attendez donc l'arrivée de Donald Trump, en ce qui vous concerne? Moi, personnellement, je suis plus Marine Le Pen sur le tout sauf Hillary Clinton. Voilà. C'est-à-dire que revient à Donald Clinton, Trump. c'est le non-changement, c'est le maintien, c'est l'immobilisme total. Trump, je lui dois au moins qu'il est tout aussi opposé que nous sur le traité transatlantique, par exemple, ou sur l'ingérence dans les pays du Moyen-Orient, et notamment pour un dialogue avec la Russie. C'est peut-être une mesure assez équilibrée. Peut-être aussi un point commun sur l'immigration avec Donald Trump, mais pas avec les mêmes termes, vous l'aurez remarqué. Quand même. Merci à vous, en tous les cas. Merci pour ce débat, ce Parole de jeunes, qui reviendra donc tous les jeudis. Donc on aura l'occasion de vous accueillir avec également d'autres camarades à vous des différents partis et associations également, c'est important. Merci encore. La suite de votre émission dans quelques instants, eh bien c'est le match des idées. Deux personnalités s'opposent sur un sujet précis et sensible ce soir, les migrants et l'accueil de ceux qui occupent le camp de Calais. Face à face entre l'éditorialiste Yvan Rioufol et le spécialiste des flux migratoires François Gémen, à suivre juste après une courte pause. À tout de suite. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, Public Sénat vous propose de découvrir une visite exceptionnelle du Sénat et de l'exposition Fantin-Latour au Musée du Luxembourg. Une découverte à suivre samedi à 15h45 sur Public Sénat. En 2014, 64 000 PME ont mis la clé sous la porte. Derrière cette réalité, des milliers d'entrepreneurs luttent pour payer leurs dettes et sauver leur activité. Du tribunal de commerce aux cellules de soutien psychologique, découvrez ces hommes et ces femmes qui se battent au quotidien. Donc pour faire un plan de remboursement, il faut qu'on ait 8 000 € de chiffre d'affaires. Et là, vous avez combien aujourd'hui? 5 000. 5 000, 6 000. Les petits patrons dans la tourmente, samedi à 22h sur Public Sénat. Voilà, et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct pour l'émission On va plus loin. Place dans quelques instants au match des idées sur les migrants et leur accueil. On attend vos réactions avec notre hashtag OVPL. Mais d'abord, le rappel des faits sur ce sujet avec Quentin Calmet. La charge est donnée en simultané par plusieurs responsables à droite. Laurent Wauquiez appelle à la fronde des élus locaux. Le gouvernement n'est pas en train de démanteler Calais. On ne résout pas Calais, on va multiplier des Calais partout en France. Même choix de mots pour Christian Estrosi. Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est adressé au gouvernement, disant refuser que l'on crée au cœur de nos territoires autant de micro-jungles de Calais. Les élus de droite sont vent debout contre la répartition de l'effort d'accueil des migrants en France, alors que l'exécutif entend évacuer Calais et les camps installés à Paris. Du pain béni pour les tenants d'un discours fort à droite sur le thème de l'immigration. Nous avons un problème avec les Maghrébins incontestable. Cette affaire de la guerre d'Algérie a été très mal perçue par la communauté musulmane maghrébine de la 3e génération, mais aussi par certains Français. Elle ressort. Aujourd'hui, il faut avoir le courage maintenant d'aborder le sujet. Des propos qui ont choqué et forcé l'élu parisien à s'excuser aujourd'hui sur Twitter. Le match des idées ce soir, et je vous présente mes invités. François Gémen, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes spécialiste des flux migratoires, chercheur en sciences politiques à l'Université de Liège et à Sciences Po Paris, et auteur notamment de l'ouvrage Atlas des migrations environnementales. Face à vous, Yvan Rioufol, bonsoir. Bonsoir. Essayiste, journaliste au Figaro, auteur de nombreux ouvrages dont La guerre civile qui vient. Je voudrais d'abord vous faire réagir à la réaction de certains présidents de régions, comme Laurent Wauquiez, qui refuse d'accueillir des migrants de Calais. Voici ce qu'il dit, Yvan Rioufol. Si des maires de gauche souhaitent accueillir des immigrés clandestins, pas de problème, a-t-il lancé. Ce que je n'accepte pas, c'est qu'on impose la création de centres de réfugiés à des habitants, à des maires contre leur volonté. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que l'autoritarisme, en l'occurrence, est choquant. D'autant que je me souviens de la position du gouvernement et du président de la République l'année dernière, qui protestait contre ce même autoritarisme de l'Union européenne qui enjoignait aux pays membres d'avoir à accueillir un quota d'ailleurs de réfugiés. Et je me souviens très bien de la France montant sur ses ergots avec à juste titre en disant qu'on n'imposait pas à la France ses volontés. Là, le gouvernement fait exactement ce qu'il reprochait à l'Union européenne avec une sorte d'autoritarisme des faibles dans le fond. Car ce que l'on voit apparaître, c'est bien un gouvernement qui est d'abord désarmé face à ce flux migratoire à Calais, qui est désarmé face à cette violence que l'on a pu voir à Calais de ces mêmes migrants qui ont pris d'assaut quotidiennement des chauffeurs routiers pour passer en Grande-Bretagne ou qui ont affronté quotidiennement des forces de l'ordre.
sans que le gouvernement n'ait jamais réagi. Et donc, je m'inquiète de cette faiblesse et je vois dans cette faiblesse, dans le fond, l'impensé qui baigne tout ce dossier, un impensé sur l'immigration qui n'a toujours pas été comprise comme étant un défi à régler. Mais vous dites autoritarisme de la part du gouvernement, François Gemène, c'est le cas? Moi je dis que quand on entend Laurent Wauquiez, on a l'impression d'entendre Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui refusait lui aussi le plan de répartition que la Commission européenne proposait. Et donc, je suis d'accord avec Yvan Rioufol pour me désoler qu'on doive recourir à une certaine forme d'autoritarisme par rapport à ce qui devrait être un mouvement de solidarité spontanée et de coopération entre maires de Ville-de-France ou entre pays européens. C'est assez lamentable qu'on doive en arriver là et je pense que ça en dit long de l'état lamentable du débat sur la migration dans ce pays et au-delà en Europe. Vous êtes d'accord sur la méthode, mais pas du tout sur les moyens. C'est-à-dire que vous êtes pour qu'évidemment, on accueille évidemment ces migrants de Calais dans les différentes régions. Je pense que c'est un mouvement qui devrait être spontané entre maires d'un même pays, par rapport à un défi qui est commun, comme la solidarité européenne devrait aussi être spontanée sur ces questions. Et c'est très dommage et regrettable que la Commission européenne doive en arriver aujourd'hui à imposer des mesures coercitives aux pays qui refuseraient d'accueillir des réfugiés et des migrants. Dans les années 70, quand la France a eu à accueillir les boat people, j'étais jeune journaliste, il y avait un enthousiasme à pouvoir accueillir ces gens-là qui d'ailleurs se sont parfaitement intégrés et assimilés. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, la donne a changé. La France est devenue un pays en crise économique, en crise sociale, en crise identitaire. C'est un pays qui connaît même une guerre intérieure, nous dit-on. Et le thème de l'immigration est devenu un sujet inflammable. Et d'ailleurs qui enflamme toutes les opinions, et pas simplement les opinions françaises, les opinions européennes, les opinions américaines. Trump est porté par ce sujet, Merkel est abandonnée par ce sujet, l'Union européenne est contestée à cause de ses positions pro-immigrationnistes. Le Brexit a été compris comme étant un refus d'accepter cette politique-là. Et donc, simplement, il faut aujourd'hui que les idéologues se plient à la réalité et voient que les peuples... Qui est idéologue? Les idéologues de l'immigration impensée qui continuent à nous dire que l'immigration est une chance pour la France. Non, l'immigration n'est plus une chance pour la France si elle ne l'a jamais été. Et donc, il faut maintenant écouter ce que disent les gens. Parce qu'il y a quand même un grand paradoxe chez ceux qui nous disent qu'il faut multiplier encore les apports immigrés. Quel est le paradoxe? Le paradoxe, c'est de dire qu'ils sont là à dire que le danger est le populisme, mais ils ne voient pas qu'ils sont en train d'alimenter eux-mêmes, par leur naïveté, ce populisme qu'ils prétendent combattre. Là, François Gemène, je vous laisse répondre en longueur. Vous avez raison de dire qu'effectivement, aujourd'hui, l'immigration, c'est un sujet de préoccupation majeur pour les électeurs. Aujourd'hui, 54% des Européens estiment qu'il s'agit d'un des deux défis principaux auxquels doit faire face l'Union européenne. Donc c'est une préoccupation majeure des électeurs, oui. Deuxièmement, et je serai d'accord avec vous, c'est un impensé politique. C'est-à-dire qu'on continue aujourd'hui à considérer l'immigration comme une sorte d'anomalie, à gauche et à droite comme une sorte de problème à résoudre. Et le résultat, c'est qu'on est toujours dans une logique réactive, de gestion de crise, sans qu'on ne veuille proposer aujourd'hui un projet politique en matière d'asile et d'immigration. Et c'est dans ce vide béant, sidéral, que s'engouffre évidemment l'extrême droite pour jeter de l'huile sur le feu. Et on se retrouve aujourd'hui avec des partis démocrates à gauche comme à droite qui n'ont d'autre choix que de courir après le Front National et d'alimenter effectivement cette xénophobie. Pourquoi ? Parce que c'est un impensé politique et parce que les partis politiques démocratiques ne veulent pas se saisir de cette question, ne veulent pas accepter aujourd'hui la réalité structurelle des migrations comme un élément structurant du XXIe siècle. Et pourquoi poursuivre cet entêtement alors que vous savez très bien que cette immigration est le défi à venir? C'est déjà un défi quotidien aujourd'hui pour la France, mais ça le sera encore davantage dans 20 ou 30 ans quand toute l'Afrique sera obligée, sera en tout cas amenée, si on continue avec ces appels d'air qui sont représentés par ces chiffres minimes en l'occurrence, bien sûr, quand ils sont segmentés, mais qui font sens, si je puis dire, quand on les projette à 20 ou 30 ans. Et donc, c'est une responsabilité. Non mais d'accord, mais enfin c'est quand même, ça se chiffre à des millions. Vous voyez bien qu'il y a eu un million d'immigrés qui sont rentrés en Allemagne en septembre. Mais non, c'est ça. Et en plus c'est ça le vrai problème, c'est que ce sont les réfugiés politiques qui en pâtissent, parce que pour l'instant, ce que dit l'aveu du gouvernement dans sa grande faiblesse, c'est de nous dire qu'en même temps, il n'a pas fait le tri, si je puis dire, pardon de parler ainsi, entre les réfugiés politiques qui doivent être accueillis comme l'avaient été les boat people et les réfugiés économiques et les réfugiés économiques qui sont à 80% majoritaires. C'était la réaction ce soir, il y a quelques instants, de Nicolas Sarkozy, candidat à la primaire de la droite et du centre, qui est l'invité de France 2 de l'émission Politique. On l'écoute. Chacun d'entre nous, face à ces images et à cette souffrance, on a des sentiments ambivalents.
on a le sentiment personnel que ça pourrait être nos enfants, et vous avez raison. Et quand on a vu ces gosses mourir sur les places de Méditerranée, il n'y a personne qui ne peut pas avoir le cœur au bord des lèvres de cette souffrance. C'est une évidence. Et en même temps, quand vous postulez la direction du pays, vous êtes bien obligé de ne pas raisonner simplement avec votre cœur, mais de voir ce qui est acceptable pour la société française et ce qui ne l'est pas. Je prends un exemple. Il y aura cette année aux alentours de 100 000 demandes de réfugiés politiques. Faut-il accueillir les réfugiés politiques? Monsieur le maire, oui. C'est la tradition de la France, jamais je la remettrai en cause. Mais disons la vérité aux Français. Il y a 85% des demandes qui sont refusées, et quand une demande est refusée, les gens restent sur le territoire, contournent la loi et profitent d'autres possibilités. Je prends un autre exemple. Les Anglais, les Espagnols, les Italiens ramènent chez eux les Soudanais, les Érythréens et les Afghans. La France décide de ne pas les ramener. Comment faire la différence entre un vrai réfugié politique et quelqu'un qui ne l'est pas? La Syrie est en train d'exploser. Il y a 10 millions de gens à qui on a expliqué qu'ils avaient une place en Europe. Il n'y en a pas. Le système d'intégration français est complètement bloqué et submergé par le monde. François Gemène, je vous laisse répondre à la question. Comment faire la différence entre un vrai réfugié politique et celui qui ne l'est pas? Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les motifs de migration s'entremêlent les uns dans les autres. Et quand on a créé le régime de droit des réfugiés après la Seconde Guerre mondiale en 1951, on l'a créé pour une situation très spécifique, pour les réfugiés de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et il est certain qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de séparer distinctement les motifs de migration. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un régime de droit international qui n'est plus adapté aux réalités contemporaines des migrations. Il est de plus en plus difficile d'extraire les motifs environnementaux, politiques, économiques, simplement parce que ces motifs s'entremêlent et s'influent les uns les autres. Et donc effectivement, je pense qu'il faut pouvoir aujourd'hui remettre en question aussi ce régime qui n'est plus adapté, je crois, aux réalités des migrations contemporaines, et pouvoir dire qu'aujourd'hui, il faut cesser cette dichotomie basique et absurde qui voudrait mettre d'un côté les bons réfugiés politiques et de l'autre les mauvais migrants économiques, comme s'ils étaient de vulgaires marchandises qu'on peut renvoyer l'expéditeur au terme d'un deal sordide avec la Turquie, par exemple. Et donc d'accueillir tout le monde, si je vous comprends. Il ne s'agit pas d'accueillir tout le monde. Ce que vous ne comprenez pas, et ce que vous persistez à ne pas comprendre, c'est que les gens ne quittent pas leur pays de gaieté de cœur. Depuis 60 ans, la migration internationale... Laissez-moi terminer. Je vous renvoie le compliment. Ce que vous ne voyez pas, vous, c'est le nombre de chômeurs qu'il y a en France. Ce que vous ne voyez pas, vous, ce sont ces logements qui ne suffisent plus à répondre à la demande. Ce que vous ne voyez pas, vous, c'est cette pauvreté des Français eux-mêmes qui ont, en enfant, à participer à cette solidarité imposée pour accueillir plus pauvres qu'eux. Ce que vous ne voyez pas, c'est cette France qui est en train de bouillir sur un volcan et qui, demain, peut d'ailleurs descendre dans la rue. Et d'ailleurs, j'observe que le gouvernement l'a tellement bien compris, cette tension sociale, qu'il s'est bien gardé d'imposer à la Corse elle-même, à cette Corse rebelle, ce qu'il impose dans les autres régions de France et qu'il n'a pas non plus d'ailleurs imposé à l'Île-de-France, qui est également sur des charbons ardents. Et donc, il y a une irresponsabilité, à vous entendre dire que dans le fond, on n'a même plus à trier, à faire la différence entre des réfugiés politiques. D'abord, cette différence, elle est toujours faite, on nous dit qu'il y a quand même 20% de ces gens-là qui sont des réfugiés politiques. Donc cette différence peut être faite. Mais le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait également que ceux qui n'ont pas droit à cet accueil légal ne sont pas renvoyés chez eux. Vous savez très bien que les retours dans les pays expéditeurs, si je puis dire, ne se font pas ou se font à la marge. Ils ne représentent qu'un pourcentage. Vous dites que les déboutés du droit d'asile restent en France. Alors, vous utilisez ce vieux poncif féculé du Front National qui consiste à vouloir opposer les Français aux immigrés, comme s'il y avait deux clans de la population qui seraient en compétition pour des jobs, ou comme s'il y avait deux France finalement qui seraient différentes l'une de l'autre. Vous réduisez ça au Front National, mais je crois que vous faites un procès au Front National qui va lui bénéficier, parce que c'est quand même une logique qui s'impose maintenant à tout le monde. Vous utilisez cette rhétorique, je ne vous accuse pas de faire partie du Front National. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, le défi de l'accueil des migrants et des réfugiés, c'est de cesser de les dresser comme s'ils étaient différents des Français et de reconnaître qu'il n'y a pas d'un côté nous et eux,
mais d'essayer de faire société et de vivre ensemble, effectivement, comme si c'était absurde. Ce que vous dites est absurde. Il y a une différence entre le citoyen et l'étranger. Si vous ne faites plus de différence entre le citoyen et l'étranger, vous ne faites plus de différence entre une nation et une autre, une culture et une autre. Et vous, effectivement, vous embrayez là sur ce que l'on entend de toutes ces fadaises, de toutes ces utopies, qui est de dire que, dans le fond, un peuple peut remplacer un autre peuple, une culture peut remplacer une autre culture. Mais non, et encore une fois, mais laissez le Front National tranquille. C'est vous qui en êtes le promoteur quand vous dites ces propos-là. J'essaie précisément de vous convaincre que vous êtes en train d'allumer des feux à tenir des propos qu'on pouvait tenir encore peut-être il y a 30 ou 40 ans. Et encore, je l'ai trouvé déjà absurde à l'époque, mais certainement pas aujourd'hui, dans cette période de tension que connaît la France. 3% de la population mondiale. C'est un fantasme que d'imaginer que tout le monde va migrer ou que tout le monde veut migrer. Ça représente une frange relativement minoritaire. Nous sommes terriblement fragiles. Enfin, les nations sont des nations fragiles. Les cohésions sont des cohésions fragiles. Vous ne pouvez pas exiger des cohésions sociales et des solidarités si les gens se détestent. Or, les gens commencent à se détester. J'ai fait un livre qui s'appelle La guerre civile et qui commence à voir s'opposer une contre-société à une société d'accueil. Si vous ne voyez pas ça, vous ne voyez rien. Je suis triste que vous ayez cette vision si négative de la société. Je trouve ça assez triste. C'est une vision réaliste. Je suis observateur. Je ne pense pas que les gens se détestent, Monsieur Ruffol. Non, d'accord. Alors vous ne voyez pas les attentats, vous ne voyez pas ce qui s'est passé. Il y a une préoccupation en tous les cas et une vraie question sur la différence entre, sans vouloir, mais on est obligé de faire une différence entre les réfugiés politiques et puis les autres migrants pour différentes raisons. Et sur ce sujet, Bernard Cazeneuve a tenu à répondre aux récents propos du président Les Républicains, Laurent Wauquiez. Et vous allez l'entendre, pour le ministre de l'Intérieur, il est impératif d'être précis sur le statut des réfugiés. On écoute Bernard Cazeneuve, puis vous réagissez juste après. Ceux qui sont à Calais aujourd'hui relèvent du statut de réfugiés. J'ai entendu encore M. Wauquiez tout à l'heure et d'autres orateurs de l'opposition dans les jours qui ont précédé dire que c'était des migrants économiques. C'est faux. 80% de ceux qui ont été accueillis dans des centres d'accueil et d'orientation relevaient de l'asile en France. Et c'est le cas de ceux qui sont à Calais. Donc il faut arrêter de dire cette contre-vérité. Deuxième point, est-ce que nous éloignons à partir de Calais ceux qui sont précisément des migrants économiques irréguliers qui ne relèvent pas du statut de réfugié en France? Oui, nous le faisons. Nous avons depuis le début de l'année procédé à l'éloignement de 1500 personnes. On parle d'expulsion, c'est 20% de plus, oui, des reconduites à la frontière. C'est 20% de plus que l'an dernier. Et nous le faisons beaucoup dans le cadre d'opérations qui sont construites avec les Britanniques. François Gemel, comment expliquer cette différence de perception? Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a évidemment ces chiffres. La droite dit qu'au contraire, à Calais, ce sont surtout des migrants pour d'autres raisons et pas des réfugiés politiques. Les chiffres sont vraiment très très différents. Comment on peut arriver à cela? Parce que je pense que malheureusement, il y a une certaine forme d'opacité qui est entretenue et que je dénonce depuis longtemps sur ces chiffres et qui est exploitée effectivement à des fins populistes ou politiciennes. Et aujourd'hui, ce qui est assez lamentable, et la question de Calais est tout à fait emblématique, c'est que les migrants, comme les réfugiés, sont aujourd'hui instrumentalisés à des fins politiques et à des fins populistes. Et plus personne, au fond, ne se tracasse de proposer véritablement un projet politique pour la migration. On utilise les migrants soit comme des boucs émissaires, soit comme des instruments pour aller dans tel ou tel discours politique, dans telle ou telle outrance. Vous serez peut-être d'accord, ce manque de vision, il est patent. Il est dramatique et en effet, il est incompréhensible d'entendre de la part du ministre de l'Intérieur, mais qu'il parle, lui, de réfugiés. Il ne précise pas d'ailleurs si ce sont des réfugiés politiques ou des réfugiés d'un autre ordre. Donc on ne sait pas si... Les réfugiés sont définis par la Convention de Genève. On ne sait pas s'il joue sur les mots. On parle de réfugiés politiques, en l'occurrence. Donc je ne sais, en même temps, je ne connais pas les critères. Un réfugié est un réfugié. Je vais vous les expliquer. On est un réfugié dès lors que l'on est persécuté dans son pays d'origine ou que l'on craint une persécution en raison de sa nationalité, de sa race, de ses opinions politiques ou religieuses. Donc il est quand même curieux, en effet, d'entendre que 80% de ceux qui seraient là-bas seraient des réfugiés, alors que l'on nous répète qu'en fait, ce chiffre serait de 20%. Donc je n'ai pas les éléments, mais encore une fois, c'est un des brouillages qui est permanent dans ces genres de sujets, où on ne veut pas se confronter aux réalités, on essaye de brouiller en effet les raisonnements, et on ne veut pas entendre, surtout ce qui me paraît le principal dans notre débat, on ne veut pas entendre ce refus qui est porté aujourd'hui par les Français eux-mêmes, et par les Européens, et par les Américains. Et donc, je trouve déplorable. Par les Européens, ça dépend qui. Si on prend le cas de l'Allemagne, il y a quand même eu, même s'il y a eu un changement de braquet. Vous voyez ce qui se passe en Allemagne.
Allemagne, où le naufrage de Merkel se fait sous nos yeux. Plus vous allez alimenter la xénophobie, les outrances racistes, plus vous allez développer ce sentiment xénophobe. Monsieur, qui alimente la xénophobie, sinon vous-même, en déversant de l'huile sur le feu? Je vous laisse la responsabilité de ces propos. Mais je pense qu'effectivement... Mais c'est de vous regarder dans la glace et regarder quelles sont les conséquences. Mais quelles sont les conséquences de vos positions? Elles sont sans doute très sympathiques quand vous vous regardez dans la glace, mais quand vous voyez les désastres que cela occasionne à ceux mêmes que vous insistez à venir, voyez un petit peu la misère dans laquelle ils vivent. Est-ce que c'est ceci que vous voulez pour ces hommes et ces femmes? Moi, je ne veux pas. Je préfère les inciter à ce qu'ils restent chez eux. C'est pour ça que les migrants de Calais, justement, on veut les déplacer à la fois pour soulager, j'allais dire, les habitants de Calais, pour soulager ces migrants, mais si les présidents de région ne veulent pas les accepter, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont acceptables, de ces réfugiés? Il faut bien les accepter. Encore une fois, il est indécent de disperser la misère. C'est un petit peu qui reviendrait en fait à la mettre sous le tapis. Alors, on la rassemble, on la cache sous un tapis de Calais? Simplement, il faut faire encore une fois, il faut garder, car c'est notre mission, c'est notre devoir, il faut garder ces réfugiés politiques qui sont en général des réfugiés syriens et les accueillir le temps qu'il faudra pour que la Syrie retrouve ses bases démocratiques, si cela peut advenir. Et pour le reste, il faut en effet renvoyer chez eux, renvoyer à la frontière tous ceux qui pensent pouvoir trouver du travail, des logements et des aides sociales dans un pays qui ne peut plus en distribuer. Enfin, ça me paraît être le bon sens que de le dire, et je trouve que c'est une attitude de pyromane que de pouvoir laisser penser que les gens puissent continuer à venir en France. Il faut se méfier du bon sens populaire, parce que souvent les réalités de l'immigration sont plus complexes, hélas, que ce que l'on croit. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a énormément de méconnaissance et d'ignorance des questions migratoires qui vont alimenter des préjugés qui, à leur tour, vont alimenter un sentiment de xénophobie. Et je ne crois pas que la population soit si hostile aux réfugiés ou aux migrants que vous ne voulez le faire croire, monsieur. Écoutez, votre défiance du bon sens montre que vous êtes dans le mauvais sens. Est-ce que il y a une chose sur laquelle vous allez être d'accord, c'est qu'en ce moment, il y a une hausse de l'arrivée des migrants. Et François Gemelle, vous êtes quand même un spécialiste de ces flux. Vous allez nous expliquer pourquoi. Est-ce que c'est lié à une augmentation exponentielle du business des passeurs? Est-ce que ce flux est lié à cela? C'est lié d'abord, si on perd à la crise en Syrie et au fait que les frontières extérieures de l'Union européenne étant fermées, il y a effectivement les possibilités d'un développement exponentiel du business des passeurs auquel on a assisté ces dernières années. Et donc c'est devenu aujourd'hui une sorte de logique industrielle où vous avez à la fois une frontière fermée et énormément de gens qui ont absolument besoin de franchir cette frontière, et donc une clientèle, passez-moi l'expression, considérable pour les passeurs. Et donc plus on va chercher à fermer les frontières de l'Union européenne, plus on va chercher à fermer les routes, et bien plus on va alimenter le business des passeurs. C'est, comme je vous le disais, malheureusement, ça ne va pas dans le sens de ce qu'on l'imagine. La réalité est souvent bien plus complexe. Les frontières européennes sont des passoires. Mais vous non, voyez vous bien, ne pouvez pas dire ça. Enfin... Mais bien sûr que si, je le dis, je le répète, les frontières européennes sont des passoires. Essayez de faire la même chose pour aller aux États-Unis ou ailleurs. Essayez même d'aller dans les pays du Golfe Persique. Mais au fond, pourquoi est-ce que l'Arabie, le Qatar ne viennent pas pour récupérer? Je vais vous dire un truc que vous ignorez. Le plus grand flux migratoire du monde aujourd'hui, il est entre l'Asie du Sud et du Sud-Est et les pays du Golfe. Précisément, ce sont eux qui accueillent le plus grand nombre d'immigration. Pour les Syriens et les Irakiens qui sont interdits d'y entrer. Vous alliez des contre-vérités sur contre-vérités. C'est pas vrai. Enfin, écoutez les témoignages. Et encore une fois, si l'Europe est devenue ce ventre mou, c'est parce que l'Europe ne maîtrise plus ses frontières. C'est parce qu'on peut passer en Europe à peu près comme on veut. Mais on ne passe pas comme on veut. Enfin, les gens se noient en Méditerranée. Vous ne pouvez pas dire ça. On ne passe pas comme on veut. Essayez de rentrer aux États-Unis. Nous sommes le seul continent qui soit aussi perméable. Je suis désolé. Ce que vous dites est insultant. Il y a 11 personnes chaque jour qui se noient en Méditerranée. C'est insultant pour tous ces morts. Bien sûr, mais je vous dis qu'en règle générale, avec ce flux migratoire, avec tout, écoutez, vous avez 1 million. Vous racontez n'importe quoi. C'est effrayant. L'insulte est facile, bien sûr. Je pense que vous manquez tellement d'arguments que vous êtes dans l'insulte. Il y a 1 million de personnes qui sont arrivées en Allemagne. Est-ce que vous avez la mémoire aussi faible que vous l'avez déjà oublié? Alors ne me rappelez pas ces drames humains que je comprends et sur lesquels je trouve détestable en effet, mais je trouve détestable en effet de faire croire à ces gens qui prennent des risques inutiles qu'ils vont trouver l'Eldorado en Europe. Vous êtes un incendiaire. Ils ne le croient pas. Mais ils ne le croient pas. Bien sûr qu'ils le croient. Cessez de le dire. Ils veulent sauver leur vie et reprendre une vie normale. Mais leur vie, elle est dans leur pays. Est-ce qu'il y a un seuil à partir duquel on ne pourra plus accueillir, ou est-ce qu'il ne faut plus raisonner comme ça, François Gemelle? C'est une question subjective politique. En tant que chercheur, il ne m'appartient pas de dire qu'il y a tel ou tel seuil. Je peux simplement dire que la recherche n'a jamais mis en évidence l'idée qu'il y avait une capacité maximale d'accueil. Il y a des hommes politiques qui décideront qu'à un moment donné... Les paroles d'experts, les paroles de chercheurs, les paroles de sociologues sont terribles parce qu'ils
ils se bloquent naturellement avec des œillères idéologiques et qui ne veulent pas voir la détresse des gens. Ou du moins, ils ne voient qu'une détresse, mais pas l'autre. Essayez de voir les deux détresses. L'attaque sur les chercheurs, les experts, c'est une autre vieille rengaine du Front National. Oui, d'accord. Encore question rengaine. Je vais peut-être trouver un élément sur lequel vous allez être d'accord en guise de conclusion. L'Europe, semble-t-il, est dépassée, en tous les cas, par l'absence de leadership. Absolument. Est-ce que sur ce point, c'est peut-être là l'un des plus gros problèmes, Yvan Rioufol et François Gémen? Non, je pense que l'Europe n'est pas dépassée par un leadership. L'Europe a été l'absence d'un leadership. Oui, enfin, l'Europe a été construite. Non, mais l'Union européenne a été construite structurellement sur une immigration de peuplement qui devait payer les retraites, qui devait combler les déficits démographiques. Et c'est cette qui continue à le faire. Et c'est cette construction européenne qui aujourd'hui est rejetée par les peuples eux-mêmes, qui se rendent compte qu'ils sont aujourd'hui en danger par cette politique folle qui n'a pas voulu comprendre qu'un peuple n'était pas une marchandise et qu'il fallait prendre des égards à des vieilles populations, à des vieilles nations, et que ceci n'est pas compris, visiblement pas compris par des experts, des sociologues et tous ceux qui pensent que nous avons tort et que nous faisons le jeu du Front National. Je vous épargne l'argument parce que vous l'avez déjà sorti 4 fois. La conclusion, François Je pense qu'effectivement, il y a un manque de courage effrayant sur ces questions, qui donne un vide sidéral politiquement sur ces questions d'asile et d'immigration, et le Front National et l'extrême droite européenne, partout, et le nationalisme s'engouffrent dans ce vide. Écoutez, c'est effectivement un manque de leadership politique. Le Front National doit brûler des cierges, on vous écoute. Merci, c'était un vrai match des idées. Nous sommes également allés sur le fond. Merci pour ce débat. La suite de votre émission dans quelques instants, c'est le grand entretien avec mon invité. Je lui poserai la question sur ces migrants. C'est l'écrivain et auteur de romans à succès Alain Mabankou qui publie Le Monde et mon langage chez Grasset. Mais d'abord, le rappel de l'actualité de la journée. Une journée de manifestation anti-loi travail marquée par des violences. Au moins un manifestant et 5 policiers ont été blessés aujourd'hui. Les syndicats espèrent toujours empêcher la mise en œuvre des principaux décrets de la loi, attendus pour octobre. Nous n'avons pas une cervelle de poisson rouge. C'est pas parce qu'il y a eu un mois de vacances d'été qu'on a oublié le contenu de ce projet de loi qui remet en cause profondément tous nos droits en matière de salaire, de temps de travail et de négociation collective. Donc il est toujours temps que le président de la République retrouve la raison, entende ce qui se passe. Économie. Ils étaient 700 à Belfort pour réclamer le maintien de l'activité de l'usine Alstom, une semaine après l'annonce du transfert de l'activité en Alsace. Prochaine étape de la mobilisation, le 24 septembre, pour une opération ville morte. Europe. Ce que nous voulons faire surtout demain à Bratislava, c'est établir un plan de Bratislava qui comprendrait un agenda, c'est-à-dire un calendrier de travail avec des étapes et une feuille de route. Et c'est autour de cette idée de plan de Bratislava, de feuille de route, d'agenda que nous devons nous réunir. Et c'est ce qui a justifié notre rencontre d'aujourd'hui. Environnement. Nicolas Sarkozy affirme que l'homme n'est pas le seul responsable du changement climatique. Les réactions politiques à ce climato-scepticisme se multiplient. Quand Nicolas Sarkozy renvoie à 4,5 milliards d'années, c'est-à-dire bien avant l'apparition de l'homme, oui, il y a eu des changements climatiques. Force est de constater, c'est que depuis 200 ans, il y a une situation totalement spécifique qui est liée au développement, et pas qu'au développement des pays aujourd'hui du tiers-monde ou les pays émergents, mais de la production industrielle qui a été faite aussi par l'Occident, par les États-Unis et par l'Europe. Donc, voilà. Mais évidemment que l'homme a une responsabilité dans le réchauffement climatique. Je suis convaincu que l'activité humaine, et d'ailleurs c'est le consensus des scientifiques, c'est pas l'avis d'Alain Juppé. Aujourd'hui tout le monde partage cette idée. Le GIEC a fait un gros travail. Bien évidemment, l'activité humaine porte une lourde part de responsabilité dans la production de gaz à effet de serre et donc dans le réchauffement climatique. Le nier, c'est nier une réalité. Justice. Dernier jour du procès de Jérôme Cahuzac. La parole était aujourd'hui aux avocats de l'ex-ministre du Budget qui maintiennent leur ligne de défense. Le premier compte en Suisse a été ouvert pour financer la campagne de Michel Rocard. Verdict attendu pour le 8 décembre. Entreprise. Des réactions après la décision du gouvernement britannique d'approuver la construction par EDF de 2 centrales nucléaires dernière génération type EPR à Hinkley Point. Pour EDF, c'est quand même un projet qui est très, très lourd financièrement.
On n'est pas certain qu'EDF ait la capacité financière de porter ce projet. Quand on voit les difficultés de l'entreprise par rapport à ces projets en la matière. Et c'est l'heure à présent de découvrir ensemble les unes de vos quotidiens, puis quelques hebdos. Et d'abord, les Échos, bien sûr, qui reviennent sur ce contrat géant dans le nucléaire qui sauve la filière française. Theresa May a donc donné son feu vert au projet de construction de 2 EPR par EDF. Un chantier, je vous le rappelle, à plus de 21 milliards d'euros. À lire également dans les Échos, l'Inde qui serait prête plutôt à commander 36 Rafales. L'avion de combat de Dassault Aviation se prépare à remporter son plus gros contrat à l'export. Libération à présent, avec cette une, le plein emploi qui existe, oui, on l'a trouvé, mais évidemment, ce n'est pas en France, au Danemark, alors que la France se débat toujours dans la loi travail. La situation danoise est prise en exemple par votre quotidien à lire demain. La Croix, qui revient sur les 3 grands chantiers pour rebâtir l'Europe, la sécurité, la croissance et la jeunesse. Voici les 3 piliers développés. Enfin, on va conclure notre revue de presse avec la une de Marianne et ce titre. Pourquoi les médias se couchent? France Télévisions sous la pression de Sarkozy. Michel Field, courtisan double face. Les copains journalistes de François Hollande. Un dossier à lire dans Marianne. Voilà pour cette revue de presse. Et tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin ce soir. Mon invité ce soir est un écrivain franco-congolais, également enseignant, traduit dans une quinzaine de langues. Il vit entre la France et les États-Unis. Son dernier ouvrage s'intitule « Le monde et mon langage ». C'est grassé un essai pour démontrer que la langue française est encore dynamique et bien vivante. C'est un plaisir de l'accueillir. Bonsoir Alain Mabanckou. Bonsoir. Avant de parler de votre livre en détail et de votre amour pour la langue française, je voulais avoir votre réaction. Peut-être que vous avez suivi ce débat qui vient de se tenir sur le sujet des migrants. Vous avez entendu 2 thèses totalement opposées qui se sont affrontées et également une vraie inquiétude chez les Français. Quel est votre regard sur ce sujet ? Bon, mon regard, c'est toujours celui que je maintiens depuis des années, c'est-à-dire que dans ce pays, nous avons mal négocié la question de l'autre. À chaque élection, on a l'impression que le bouc émissaire, c'est toujours ceux qui sont dans la migration. Or, on a oublié que nous sommes dans une période où la rencontre va nous définir. Donc, toutes les politiques qui ont tendance à toujours pointer du doigt la migration est une politique de ceux qui vont à la pêche. Et moi, les pêcheurs de voix, je les connais depuis longtemps. Ça fait 17 ans. J'ai vécu 17 ans en France. Je vis toujours en France et les États-Unis. Et je sais que quelle que soit la position, qu'elle soit de gauche ou de droite, on ne peut pas se dire que derrière se cachent des stratégies politiques. Quand est-ce que nous allons prendre la situation en main et de faire discuter ces questions de migration avec ceux qui ont vécu la chose? En général, on ne traite pas ces questions de migration en sortant comme ça de l'ENA sur Google ou bien sur une encyclopédie. Pour moi, le débat n'est pas là. La France a quelques problèmes. Il faut bien s'asseoir pour les régler. Et on ne peut plus continuer à vivre comme ça, à attendre une élection et à vouloir pêcher les gens. Il y a la responsabilité des pays du Nord, mais ces femmes, ces hommes, ces familles quittent aussi la rive sud de la Méditerranée, ils quittent l'Afrique. Et jusqu'à aujourd'hui, Alain Mabanckou, aucun plan d'investissement, rien n'a pu les retenir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, évidemment, une responsabilité des pays du Sud? Écoutez, on parle beaucoup d'immigration aussi. Comment voulez-vous que l'Europe, qui montre une certaine opulence factice, puisqu'il y a beaucoup de misère dans ce pays. On ne le dit jamais. Le problème des pays développés, dits développés, c'est qu'ils ont les capacités de cacher leur misère sous des grandes déclarations ou sous des grands programmes politiques qui ne touchent pas forcément le petit peuple. Comment voulez-vous, par exemple, arrêter ou bien stopper ou bien régler la question de l'immigration africaine si au même moment vous continuez à soutenir les dictateurs africains? On a reçu ici les Kadhafi, à l'époque on a reçu les Bokassa, Sassou Nguesso a été reçu, Bongo sera reçu, tout le monde. Donc on ne peut pas empêcher ceux qui veulent fuir le manque de démocratie dans des espaces compressés et s'étonner, oui, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Mais arrêtons de recevoir les dictateurs. Si vous arrêtez de recevoir les dictateurs, si les démocraties
accède en Afrique par la transition et l'alternance, qu'est-ce qu'un Africain viendrait galérer dans les rues de Paris sans travail alors que chez lui, il aurait tout? Il viendrait ici en vacances comme tout le monde, admirer la Tour Eiffel et non être aujourd'hui le bouc émissaire. Moi, je suis allé aux États-Unis pour aller monnayer ce que j'avais acquis comme intelligence au Congo, en France et partout. Mais parce que je savais que c'est un pays qui reconnaîtrait ce que j'avais fait. Mais justement, prenons l'exemple de votre pays d'origine au Congo. Les liens entre la France et Sassou Nguesso sont étroits. Le président congolais a même fait changer la constitution, je crois, avec l'aval, l'appui de la France. Mais c'est l'appui. On a bien dit, oui, le président n'a pas dit ça. Non. Il n'y a aucune constitution en Afrique qui est bidouillée sans pour autant que la France opine de la tête. Il ne s'agit pas de dire à la France, prenez les armes parce qu'il y a toujours cette indépendance factice. Mais ce sont les contrats qui se signent la nuit, ce sont les cadeaux qui se font derrière. À un moment donné, quand un État a violé la Constitution, il faut les arrêter. Mais Alain Mabangou, où est-ce que vous placez le curseur? Quand la France n'intervient pas, on la critique, on dit qu'on laisse tel dictateur massacrer son peuple. Quand elle intervient, la France, on critique une colonisation rampante, une attitude paternaliste. Alors où est-ce qu'on doit se situer? Est-ce que ce n'est pas compliqué aussi? Ce n'est pas forcément compliqué. On n'a jamais dit à la France de jouer le gendarme du monde. Ça sert à quoi de vouloir aller intervenir quelque part? On a reçu Kadhafi ici. Pourtant, on est allé intervenir. Est-ce que vous pouvez à la fois être du côté des dictateurs et du côté des peuples? C'est pas possible. L'Afrique ne demande pas que la France vienne lui donner de l'aumône ou vienne lui donner des sacs de riz à lancer aux gens affamés. L'Afrique demande simplement qu'on laisse les peuples accéder à la transition, à la démocratie. Et aujourd'hui, il est clair, l'Afrique n'arrive pas à accéder à cette démocratie parce qu'il y a des accointances avec la France. Alain Mabangou, citons le Bénin, formidable. Oui, bien sûr. Je me souviens même d'un tweet formidable de votre part demandant aux Béninois de vous apprendre la démocratie comme ils vous avaient appris la pêche. Eh bien, vous savez, c'est parce que le grand ami Zinsou, c'est quelqu'un de démocrate. Lionel Zinsou, Premier ministre, qu'on a souvent reçu ici en France. Oui, c'est un grand homme qui sait que bon, je me retire parce que l'autre a gagné. Un jour, le peuple va se dire, écoutez, il a été démocrate, il peut gouverner. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? Quand Sassou Nguesso est venu, je ne sais pas, dans un discours, c'était le président, je crois, du Niger qui était venu ici, François Hollande avait bien dit que Sassou Nguesso avait le droit de modifier la Constitution. Il ne faut jamais donner un biscuit à un dictateur parce qu'il va demander tous les paquets. Des biscuits, on en a donné au Gabon. Depuis quelques jours, vous avez remarqué qu'on ne parle plus quasiment dans les médias de M. Bongo. On dirait qu'on l'a déjà installé, ça y est, comme l'héritier à vie. Quand dans les médias français, on ne parle plus d'une crise dont le peuple est en train de souffrir, ça veut dire que la France et le pays en question sont en train de travailler dans la nuit. Et je vous le dis, on finira par voir ces présidents parader ici. Je peux prendre le pari, si vous accepterez de m'inviter le jour où ces gens seront invités ici sur le perron de l'Élysée. Mais nous avons une solution, c'est l'élection prochaine. Il faut imposer le débat de la France-Afrique ici en France, et non écouter les débats parfois byzantins qui partent à gauche et à droite. Quand je vous entends parler de la France-Afrique, j'ai l'impression que nous revenons des années en arrière, mais non, selon vous, non, on est bien encore aujourd'hui, on va parler de ce sujet pour l'élection de 2017. Mais on pensait que ça avait disparu, ça n'a jamais disparu. La France est dans la continuité d'une politique France-africaine qui a toujours été là, sauf qu'avec les méthodes, ça devient de plus en plus camouflé. Et aujourd'hui, il reste un bastion de la France-Afrique. C'est ce que j'appelle le bassin du Congo. C'est-à-dire, dans ce bassin du Congo... Qu'est-ce qui peut se passer? Congo, Gabon, c'est la jungle de la Centrafrique. Ce qui se passe actuellement, c'est que nous assistons à la révolution du bassin du Congo. On ne peut plus continuer à tricher pendant longtemps. Si ça n'explose pas au Gabon, le Congo démocratique aura bientôt des élections. Donc peut-être, selon vous, les prémices d'une révolution, mais Alain Mabangou, vous avez suivi les révolutions qu'on a appelées les printemps arabes au sud de la Méditerranée. Vous avez vu ce que ça a donné. Est-ce que vraiment l'alternative, c'est entre la dictature ou l'islamisme? Non, mais là, nous sommes dans une autre configuration. Les pays du bassin du Congo doivent prendre l'exemple de ce qui s'est passé dans les printemps arabes en sachant négocier
l'après-révolution. On a eu les printemps arabes, s'annonce la révolution du bassin du Congo, mais c'est à nous d'avoir une certaine pédagogie, parce qu'il ne s'agit pas seulement de crier démocratie, démocratie. Il faut maintenant savoir comment maintenir cette démocratie jusqu'au bout. Alors, venons-en à votre livre, Alain Mabankou, sinon on terminerait jusqu'à la fin de la nuit sur ce sujet. Le monde est mon langage, un véritable cri d'amour à la langue française. C'est un tour du monde que vous nous proposez à la rencontre d'Africains, d'Européens, d'Argentins qui ont tous comme point commun de parler la même langue et donc ils ont des émotions communes tout de suite. Ils ont des émotions qui fusionnent à travers la langue française. Quand vous prenez le Clésio, qui est européen, c'est vrai, mais il y a aussi une part d'Africain. Il avait écrit le livre « L'Africain ». Il sait que l'Afrique a été beaucoup pour lui. Il a vécu au Nigeria, son père a guéri des lépreux en Afrique. Quand vous prenez une situation dans laquelle je me retrouve avec Eduardo Mané, qui est cubain, et à côté, moi-même, je suis congolais, et je l'interviewe dans l'avion, et il me parle d'André Makin. C'est-à-dire que 3 personnes qui ne sont pas forcément nées en France, mais qui sont en train de dialoguer dans une langue qui n'est plus forcément française, mais qui est devenue une langue de fédération, de courtoisie. Ce livre, si je l'ai écrit, c'est aussi pour lutter contre un certain pessimisme ambiant qui est ici à cause de la situation économique et politique en France. On a oublié en quelque sorte que les grands peuples vont de l'avant quand l'optimisme est au sommet. Ça vous interroge? Comment expliquer qu'il y a un tel pessimisme en France alors que dans le monde, tant de gens cultivent ce goût et cette passion pour notre langue? Eh bien, c'est même le cœur du livre en disant, écoutez, je veux vous montrer que dans la langue française, dans la culture française qui est là, la France est minoritaire en quelque sorte. Les gens qui parlent la langue française sont plus nombreux à l'extérieur de la France qu'à l'intérieur de la France. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a une forme d'injustice par rapport à ces gens-là, comme s'ils étaient un petit peu mis de côté parce qu'ils ne sont pas en France, alors qu'ils cultivent cette passion? Ce n'est pas une injustice, c'est une question politique. Combien de fois on a eu ici des politiques culturelles qui privilégiaient par exemple l'enseignement de tous ces territoires qu'on avait méprisés dans l'histoire? Je n'ai jamais vu des politiques. Dieu sait que je suis venu dans ce pays, j'ai vécu dans ce pays, j'ai connu le gouvernement de Mitterrand, j'ai connu les gouvernements de cohabitation, de Chirac, de tout le monde, de François Hollande. Donc ça veut dire que j'ai vu, personne n'avait mis au cœur de se dire le visage de la France a changé, peut-être qu'il faut réécrire ou révisiter cette histoire et reconnaître. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, certains tirailleurs sénégalais sont partis comme ça sans avoir entendu même le mot merci du côté de la France. Mais ils ont vu leurs descendants répudiés, refoulés. Quel est ce mouvement-là où les gens qui viennent de la Méditerranée, les autres veulent partir, il y a un certain embouteillage. C'est la politique de la pédagogie et ça passe par la culture. Le jour où nous comprendrons que dans les manuels scolaires, dans toutes ces générations des Français, des petits Français qui sont en train de grandir, qu'ils ne sachent pas que le Congolais, ce n'est qu'un nègre dans ce sens-là, mais c'est quelqu'un qui est venu sauver ce pays quand ce pays était en danger. Qu'ils sachent surtout, et ça c'est important, que la France, que Brazzaville, la capitale de mon pays, a été la capitale de la France libre. C'est-à-dire que tous les Français sont indirectement des Congolais. Et pour cela, il faut avoir la culture, l'histoire, le recul, la pédagogie, tout cela. Mais le mot qu'on entend, Alain Mabankou, c'est pas tout cela. On entend parler d'identité. C'est ce qui semble structurer la campagne à venir. Oui, mais la question de l'identité... Il suffit seulement de comprendre qu'une identité ne peut pas être définie puisque par essence, elle est en perpétuel mouvement. On ne peut pas aujourd'hui prendre le français de 2016 et vouloir le remettre à l'époque, je ne sais pas, dire que la France est race blanche et judéo. Quand j'entends cela, il me vient même l'envie de manger ce chapeau. Mais je ne le mange pas parce que je prêche l'espoir. Voilà. Continuez à prêcher l'espoir. Et vous le faites aussi en enseignant la littérature francophone dans l'une des meilleures universités américaines à Los Angeles. Est-ce qu'il y a un véritable appétit, une appétence pour la littérature francophone? Ça fait partie de l'optimisme dont je parlais.
Moi, j'enseigne depuis 14 ans aux États-Unis. Les classes sont bondées et j'enseigne en français. Les gens ne le savent jamais. J'ai enseigné 4 ans en anglais et depuis 10 ans, j'enseigne en français. C'est les classes qui sont les plus remplies. Allez-y voir le département d'allemand. Il y a 4-5 étudiants, ils pleurent, il y a beaucoup d'argent, mais il n'y a pas d'étudiants. Allez voir le département d'italien, il n'y a rien. Ils viennent pour la langue, ils viennent pour vous aussi. Hein. Mais oui, mais nous incarnons cette culture qu'on a amenée. J'ai fait l'école française, j'ai été à l'université de Nantes, à l'université de Dauphine. Mes collègues, les Thierry Lévy et autres, sont des avocats ici. Les Céline Méral occupent des bons postes ici. Nous avons été une génération. J'ai été enseigné par les François Desvirieux à Dauphine, les Alain Menck, etc. Donc je connais cette intelligence française, mais je connais aussi lorsque cette intelligence est utilisée à mauvais escient. C'est pour ça qu'il nous faut aussi des moments où on amène un discours qui dise aux Français « ne marchez jamais le menton collé à la poitrine ». Il faut relever la tête, dire que... Parce que la langue est une fierté. Bien sûr, non seulement la langue est une fierté, mais le croisement de ces ambassadeurs qu'on ne connaît même pas, qui parfois véhiculent le génie français sans attendre la récompense de la France. Vous savez que c'est formidable de vous recevoir. On aimerait vous recevoir tous les soirs, mais vous devez repartir aux États-Unis. Mais vous êtes à la maison. Il n'y a pas de problème. Et vous reviendrez avec plaisir, j'espère, une prochaine fois. Voilà, votre livre, je le présente, Alama Babankou, Le monde et mon langage chez Grasset. Merci encore. Merci beaucoup. On arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude, c'est le best-of de Public Sénat. Il y aura un bulletin de vote Benoît Hamon sur la table des élections primaires. Voilà. Vous confirmez? Donc pas de ticket avec Arnaud Montebourg. Mais c'est une élection présidentielle. Je pense que le problème, c'est pas de faire des tickets ou des candidatures à 3. Le sujet, c'est d'incarner une forme d'intelligence collective parce que vous nourrissez de ce que vous entendez, d'une expertise qui existe dans les territoires, dans les syndicats. Ça, oui. Mais moi, je suis candidat avec des solutions que je mets en débat sur la question de la croissance, le revenu universel, sur le partage du temps de travail, sur la question de la démocratie et de la 6ème République. J'ai envie que ce débat y respire. Écoutez, pour être honnête, j'ai été évidemment très surpris, d'abord parce que, effectivement, vous l'avez rappelé, Nicolas Sarkozy, c'est quand même celui qui, avec Jean-Louis Borloo, a mené le Grenelle de l'environnement il y a quelques années. J'ai été également très surpris parce que chacun sait bien aujourd'hui que le rôle de l'homme est tout à fait prépondérant comme cause du réchauffement climatique. Et j'avoue que je regrette ces déclarations parce que quand on est ancien président de la République, on a quand même une parole qui porte. Et laisser à penser cela, je pense que c'est tout à fait préoccupant. Je pense qu'au contraire, on a tous, responsables politiques de droite, de gauche ou du centre, un rôle pédagogique très important pour expliquer à nos concitoyens qu'il faut changer de comportement de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Il me dit que l'or, c'est un métal très précieux et que beaucoup de Français en cherchent. On dit que c'est cher là-bas, pourtant ils ne savent pas comment ça s'extrait, comment ça se fait. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on le pille, ça ne va pas. On n'a pas des hôpitaux, pas d'école. Je crois qu'ils prennent leur paille pour un animal, un soldat sauvage. En 10 ans, le Burkina Faso est devenu le 4e producteur d'or d'Afrique. Pourtant, malgré la présence d'or dans les sous-sols, la population reste exsangue. Ce pays d'Afrique de l'Ouest et ses 18 millions d'habitants demeure l'un des plus pauvres du monde. Ce qui est sûr, c'est que les moyens d'action sont multiples. Bien sûr, il y a la capacité de mobilisation avec des grèves, des manifestations, etc. Et puis, on a aussi des possibilités d'action juridique parce que la loi travail est en dehors des clous du droit international, des normes de l'Organisation internationale du travail et de l'ONU. C'est très grave. Donc, on ne va se priver d'aucun moyen d'action et on utilisera aussi les moyens d'action juridique. Ça, c'est sûr. 12 000 migrants accueillis dans les villes de France. Vous en accueillez, vous, dans votre ville ? Eh bien oui, je suis en train d'accueillir des familles syriennes et j'avais réuni les bailleurs sociaux pour leur demander de se préparer à avoir 1 ou 2 appartements chacun à mettre à disposition de ces familles.
de grands tableaux manifestes et des natures mortes savamment composées. À ce jour, beaucoup le considèrent comme le plus grand peintre de nature morte de l'art occidental. Le génie de Fantin est de comprendre, comme les autres grandes figures de la peinture de cette époque, comme Manet, Degas, Monet, qu'on ne peut être l'égal des grands maîtres du passé qu'en trouvant une formule propre à son temps, moderne, contemporaine. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Demain, votre rendez-vous matinal, c'est Territoire d'Info. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir à partir de lundi, bien sûr, 22h, 23h30, avec vos débats, le match des idées et puis de belles surprises pour les grands entretiens. Merci encore. Belle soirée à vous.